La vision d'Alan, c'est de rendre le système de santé et la santé extraordinairement simple, transparente, juste et personnalisée. Personne n'a fait un truc nouveau depuis 30 ans, les gens vont dire que c'est impossible, qu'on allait construire une nouvelle boîte dans la santé, qu'on allait commencer par construire une assurance santé from scratch et qu'on allait avoir une licence d'assureur. La culture d'entreprise, c'est pas que pour les startups, c'est pas que pour les dirigeants, c'est pas que pour les DRH, c'est tous les salariés, tout le monde en fait, devrait se poser la question de est-ce que je suis dans une entreprise qui me fait confiance? Est-ce que je fais confiance à mon entreprise? Est-ce que je suis heureux de la manière dont on bosse et on résout les problèmes? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour le changer? Il faut amener quelque chose qui est 10 fois supérieur à l'existant pour faire un changement. Et du coup, ça implique beaucoup de travail et l'envie de tout démonter. Ouais. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Jean-Charles. Salut Frédéric. Alors, je suis ravi de te recevoir sur mon podcast, mais on est dans tes bureaux à Paris. Tu es le fondateur de Alan, la première assurance santé complètement dématérialisée. Tu as créé Alan en 2016 sur un marché qu'on n'avait pas vu évoluer depuis 30 ans, il me semble, en tentant de rendre ce produit plus sexy. Je ne sais pas s'il y a un autre terme. Alors, je te donnerai mon avis parce que je suis nouveau client. Nous allons dérouler ton parcours, cette combinaison, et essayer de comprendre comment tu es arrivé là où tu es. Mais avant tout, Jean-Charles, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur toi? Ouais, du coup, j'ai grandi à Marseille, où tu habites, je crois, dans une famille de médecins, de chefs de services d'hôpitaux, à la Timone et à Conception, pour ceux qui connaissent. Ouais. J'ai eu la chance que mes parents me fassent confiance et du coup m'achètent un ordinateur très tôt, puis même m'achètent des pièces pour que je puisse construire mon ordinateur très tôt, etc. Et j'ai appris à développer sur le web et ça faisait très longtemps, je pense depuis que je suis ado, que j'avais envie de combiner cette compétence qui est de être capable de créer des choses. Et ça, c'était la magie d'Internet, quand en fait il y avait un tout nouveau monde qui s'ouvrait à toi et tu pouvais créer un peu ce que tu voulais. Et essayer de l'appliquer à ce monde de la santé où moi, j'avais l'impression d'être ultra privilégié parce que, connaissant la moitié des médecins de Marseille, et à la fois, je trouvais que le système était très difficile à naviguer, incompréhensible, très peu technologisé, et même si je ne mettais pas les mots et l'analyse derrière à l'époque, je savais déjà que je voulais pas être médecin, mais je voulais utiliser la technologie pour transformer la santé. Et c'est un peu comme ça que ça s'est construit. Ça a mis du temps, mais on a créé Alan. Alan est ma deuxième boîte, mais je savais qu'à un moment dans ma vie, ça allait arriver. Alors c'est marrant parce que c'est le podcast qui passe en ce moment, c'est celui de Cyril Chiche de Lydia. Et je pensais que 2 médecins faisaient un médecin, et ça fait la deuxième fois que finalement non. Ils ont fait un codeur apparemment. Donc tu es dans la génération Internet parce que donc je crois que tu es en 87, c'est ça? Exactement. Tu codais, donc tu as acheté un ordinateur, tu codais en quoi à l'époque? J'ai commencé par HTML, PHP également. Ensuite, et après il y a eu la magie de Flash aussi. Et Flash c'était un langage orienté objet qui était assez intéressant et qui permettait d'apprendre. Donc c'était la combinaison de ces 3 langages principalement qui était intéressant, parce que Flash était vraiment un outil où tu pouvais jouer beaucoup plus, qui était quasiment créer du software plus que des sites internet. Et après HTML et PHP étaient intéressants pour apprendre à construire des bases de données, des infrastructures. Et l'autre truc qui était assez magique, c'est que j'ai très tôt
vendu mes premiers sites internet à des gens que je connaissais pas sur internet. Ouais. Et ça, c'était aussi très cool sans en percevoir la dimension. C'était juste, ça s'est fait. Au début, c'était un magasin de jeux vidéo, un des premiers, et ils m'ont payé en m'offrant. À Marseille? Non, ils étaient pas à Marseille, Ouais. mais un jour, ils sont venus en voiture devant chez moi, chez mes parents. Je pense qu'ils étaient un peu surpris que je sois si jeune, et ils m'ont filé 2 consoles de jeux pour me remercier. Et voilà, c'était très marrant. Mais je crois que j'ai lu que tu avais fait un business plan à 15 ans. Ouais, aussi. J'avais la chance d'avoir le père d'un de mes meilleurs amis d'enfance, qui est un entrepreneur suisse que j'apprécie beaucoup et qui, depuis qu'on était très jeunes, nous balançait à table, je pense depuis qu'on avait 12 ans, hein, et nous posait des questions sur l'économie, sur qu'est-ce qu'on voulait construire, etc. Du coup, on se prenait souvent au jeu, on avait envie de faire bien, et on avait construit plusieurs business plans. Un qui m'avait fait marrer, parce que maintenant, il y a des grosses boîtes qui sont là-dessus. Je pense pas qu'on était les seuls à y penser, mais c'était sur faire du streaming de jeux vidéo ou faire un peu comme Twitch, faire que les gens puissent regarder les meilleurs joueurs de jeux vidéo au monde, parier, etc. Et ça nous faisait marrer à l'époque. Ça, c'était donc 15 ans, 87, ça faisait quoi, 2000 Ouais, c'était 2002? début des années 2000, ouais, vers 2002, ouais, je dirais. Ok. C'était qui le Suisse? C'était un gros. C'est quelqu'un qui a créé pas mal de choses dans les médias et qui a fini au board du groupe Ringier, qui est un groupe de médias suisses qui s'appelle Thomas Strub. D'accord. Alors, tu as fait quoi comme études? J'ai fait des études, j'ai fait maths sup, maths spé, donc des classes préparatoires, et après je suis arrivé en école d'ingénieur. Nous, on est Marseillais, donc quand un Marseillais voit un Marseillais, forcément, on va parler de choses locales. Tu as fait quoi, Thiers? J'étais à Thiers, ouais. D'accord. Et, qui est un super lycée marseillais. Et ouais, qui est un super lycée marseillais. Ouais. Et après, je suis parti à Paris, à l'école des Ponts. Et j'ai ensuite fait une année de césure où j'ai essayé de comprendre un peu l'économie en parallèle et les métriques financières, parce que je pensais que c'était bien de mélanger technique et financier. Et j'ai fait ma dernière année au Collège des ingénieurs, qui est une sorte de MBA appliqué, où en plus tu passes du temps en entreprise. Mais on a commencé à bosser sur Explicit, ma première boîte, avec mes 2 cofondateurs, au début de cette année-là. Donc on a créé la boîte en parallèle en fait de la dernière année d'école. Mais quand tu rentres en maths sup, maths spé, tu vas prendre une trajectoire scientifique ou tu voulais faire quoi? Je pense que je savais déjà que je voulais. C'était plutôt l'entreprise ou plutôt construire des choses. Construire des choses. C'était et je savais pas exactement comment construire les choses. J'avais assez peu de connaissances de ce qu'était une entreprise. Du coup, d'être d'une famille de médecins, mais je savais que j'avais envie de construire des choses et entrepreneur était très très haut dans l'équation. Enfin, j'avais, je pense, ce besoin d'indépendance, de construire les trucs que je voulais moi construire. Donc ça a toujours été un peu ce que je pensais vouloir faire. Ouais. Et tes parents, c'était le genre à te pousser? Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, je pense pas qu'ils me poussaient dans le sens négatif du terme, mais plutôt qui créaient cette boucle positive qui est on a confiance en tes capacités, il faut travailler, et c'est un exemple de travail. Mes 2 parents, il faut travailler beaucoup pour réussir, mais tu as les capacités pour faire ce que tu veux et on te fait confiance pour que tu fasses ce que tu veux. Et je pense que ça, c'était assez formidable, sachant que voilà, en prépa, je jouais aussi énormément aux jeux vidéo en parallèle et il me faisait confiance quand même parce que les notes suivaient et que ça se passait bien. Donc c'est vraiment un pacte de confiance que j'ai eu avec mes parents. Mais en effet, quand j'ai créé ma première boîte, je pense qu'ils n'avaient aucune idée de ce que ça voulait dire et pourquoi je faisais ça. Mais ils avaient toujours ce truc de dire on est là pour toi. Si ça rate, on sera là pour toi, ce qui est aussi hyper rassurant. Et je pense que moi, j'aime bien dire que j'ai pris plein de risques stratégiques, de décisions risquées, etc. Mais à titre personnel, dans les faits, je trouve pas que j'ai pris des décisions très risquées, parce que j'avais un diplôme de grande école en France et honnêtement, tu vas t'en sortir bien. Ouais. Exactement. Et j'ai des parents qui pouvaient m'aider financièrement sans couvrir ma vie pour tous les jours. Mais si un jour j'étais dans la merde. Et du coup, c'est pour ça que je pense que pour avoir des entrepreneurs et avoir des entrepreneurs en France et en Europe qui cartonnent, il faut vraiment réfléchir à comment on fait en sorte de minimiser
de faire en sorte que ce soit pas un risque de vie ou de mort pour eux de réussir. Ça permet de prendre plus de risques, je pense. Pendant tes études, tu l'as un peu dit, donc tu as pensé et commencé à penser à Explicit. Donc on va rappeler ce que c'est Explicit. Ouais, Explicit, c'est une boîte qui a révolutionné à sa manière la cabine d'avion et plus particulièrement le siège d'avion de classe éco. On a créé le siège d'avion le plus léger du monde pour la classe éco avec mes deux cofondateurs, Benjamin Sada et Vincent Tégédor à l'époque. Et en repartant de la feuille blanche, et c'est Benjamin qui avait apporté cette idée qui était de dire, je crois qu'il revenait d'un voyage du Danemark où il était hyper énervé parce qu'il était en stage et un meeting industriel s'était pas très bien passé et il avait trouvé la classe éco complètement pourrie et puis de faire sûrement au moins 1m80 donc et voilà et du coup on est reparti de la feuille blanche en se disant au début un peu pour le fun mais si on devait construire un siège d'avion comment on ferait, puis on a déposé nos premières enveloppes solo, puis nos premiers brevets, puis on a construit le business plan. Pendant tes études, hein? Ouais, pendant nos études. Mais c'était quoi? C'était un stage ou c'était non, c'était juste le soir, le week-end, parfois en n'allant pas à certains cours pour le faire. C'était vraiment un truc on the side. Moi, j'ai eu la chance, le collège des ingénieurs, une fois que ça a commencé à vraiment passer du temps, m'a aidé à m'aménager un peu mon parcours pour que je puisse passer encore plus de temps que ça. À ce moment-là, Benjamin était en stage à San Francisco, Vincent était encore en thèse. Donc, c'était vraiment, c'était on faisait ça on the side et il y a juste assez de personnes, encore une fois, qui nous ont fait confiance, qui nous ont proposé d'investir sur nous très tôt. Et en fait, du coup, avant d'être diplômé, et avant de pouvoir être full-time sur le projet, on a levé quasiment notre premier million. Et du coup, on est parti. Alors, j'ai interviewé Frankie Zapata. Et ce qui m'a impressionné aussi quand je l'ai interviewé, c'est que il a réussi à voler et c'est une boîte de 10 personnes. Donc finalement, tu te dis, il tire quand même la bourre à Airbus, à Boeing et à McDouglas, je sais pas qui. Vous êtes 3. Il revient du Danemark. Vous avez cette idée, mais je me dis, les technologies, la recherche, le monde qu'il y a chez Airbus, Boeing et qui tu veux, pourquoi ils y pensent pas et qu'est-ce que vous avez amené de plus et comment, à un moment, vous allez, parce que les idées, on en a tous des idées, comment vous allez vous dire, je sais pas, moi par exemple, je sais pas si aujourd'hui les sièges sont en alu, mais c'est un des matériaux les plus légers. Qu'est-ce que vous allez changer le matériau, pardon. Comment c'est venu, comment vous arrivez à ça, quoi? Je pense que parfois c'est le luxe de la naïveté, et du manque de connaissances qui t'aide à être très créatif. C'est-à-dire que honnêtement, on connaissait rien au siège d'avion, mais on s'est tapé de lire tous les brevets qui étaient sortis, toute la réglementation, à démonter des sièges, et on s'est dit, est-ce que un siège à l'époque c'était entre 300 et 500 pièces? Est-ce qu'on peut en faire une pièce? Et on est parti de là. Et un siège à l'époque ça faisait entre 13 et 15 kilos et on s'est dit on est parti sur une pièce 1 kilo. On n'a pas réussi à faire ça. On a fait une trentaine de pièces 4 kilos, mais ce qui était déjà beaucoup mieux. Mais en partant de ce truc extrême, en se disant on va faire ce truc de fou, essayer de faire un siège en une pièce 1 kilo. On a commencé à tester des technologies, commencé à tester des nouveaux matériaux et on a échoué jusqu'à trouver un matériau composite assez extraordinaire, un process de fabrication du titane assez extraordinaire, des process d'assemblage pour le faire ensemble. Et ça a été beaucoup de travail itératif, beaucoup de routes alternatives, de tests que je pense qu'aucune grosse boîte aurait pu faire. Enfin, à un moment, on était dans un incubateur, on a loué un four, enfin, on nous a prêté un four à céramique qui montait à 1200 degrés et on a fait nous-mêmes nos mélanges de matériaux et on les a testés dans un four, on a failli mettre le feu à l'incubateur et on a fait ça pendant une semaine jusqu'à trouver la bonne combinaison de matériaux, ce qu'on testait en parallèle, combien ça supportait la pression, etc. Et ça, je pense qu'un process classique chez Airbus, ça aurait mis 4 ans à faire, ce qu'on a fait en une semaine. Oui, déjà, ils auraient pas pu mettre le feu parce qu'il y a tellement de process, de machin, ce truc. Un siège d'avion, c'est 15 kilos à peu près aujourd'hui?
Aujourd'hui, je pense que... Alors, ça fait longtemps que je suis plus dedans. Donc, à l'époque, quoi. Benjamin en parlerait beaucoup mieux que moi. À l'époque, c'était une quinzaine de kilos. Et vous l'avez descendu à combien ? Une dizaine. Et nous, on l'a descendu entre 4 et 5. Ah oui. Ouais, donc énormément d'économies de CO2, de kérosène pour les compagnies aériennes. Aussi du gain en maintenance parce que moins de pièces dit plus facile à maintenir, etc. Et ça, vous prototypez avec... Il n'y a pas d'imprimante 3D ou vous faites... On a fait un peu d'impression 3D, on a prototypé des pièces, on a bossé avec des prototypeurs partout en Europe, on a monté une ligne d'assemblage, on a testé dans les labos de nos écoles respectives plein de choses. Enfin, on a pris tous les chemins possibles et imaginables pour essayer d'y arriver. Parfois, je pense qu'on aurait pu être plus efficace, mais c'est, je pense, ce manque d'efficacité mais cette créativité, cette remise en cause permanente qui était important. Je pense aussi ce qu'on a très bien fait, c'est comme on avait peu de moyens au début, on est passé beaucoup par la simulation numérique et comment optimiser le chemin de moindre coût pour y arriver. C'est-à-dire qu'on a fait énormément de modélisation par élément fini, donc il y a une méthode pour essayer de modéliser comment un siège résiste à un crash, etc. Et pour faire ça, en fait, il fallait être sûr que nos hypothèses sont bonnes. Donc d'abord, on a modélisé des tout petits trucs, des petits blocs de composite. Et on a regardé si le modèle et la réalité matchaient. En fait, on a augmenté la complexité au fur et à mesure jusqu'à avoir un modèle complet qui était hyper performant. On a le premier test physique qu'on a fait sur un siège complet, il a marché, ce qui est très 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 rare. Et parce qu'avant, en fait, on avait décomposé tellement le problème en sous-couche que ça a fait que ça a pu marcher. Mais là déjà, pour pouvoir faire ça, vous avez trouvé un siège d'avion ? Non. Vous l'achetez ? Comment vous faites ? Parce qu'il faut le voir quand même. On a construit les sièges. On a construit des protos. Oui, mais moi par exemple, j'ai un siège d'avion, je sais qu'il y a des rails, mais ah oui. On est allé à des salons, on a commandé des rails aux suppliers de rails, on allait regarder les normes d'Airbus, on a essayé de trouver des trucs sur Internet. Enfin, vraiment, on était des pirates, quoi. Et finalement, la matière, c'est quoi ? C'est un thermoplastique, donc c'est un mélange de fibres de carbone et de plastique. C'est un composite qui mélange les deux, et du titane principalement. Ok. Bon, alors il y a un énorme rapport finalement. On va le voir. Il y a un énorme rapport pour moi avec Alan, parce qu'encore une fois, c'est s'attaquer à des marchés qui sont énormes. Mon fils fait Epitech, par exemple, et le gros truc quand tu es dans l'informatique, c'est de se dire, allez, je sais même pas si, d'ailleurs lui c'est son cas, je vais pas terminer la formation parce qu'ils ont leur start-up à monter, c'est classique, tu vois le truc, hein, voilà. Là c'est se dire à un moment comment à 22 ans, moi je me poserais 2 questions, je me dis bon, est-ce que je vais y arriver forcément, mais même si j'y arrive, comment je vais le vendre et est-ce qu'ils vont m'écouter, est-ce que voilà, c'est à 22 ans s'attaquer à un marché aussi énorme, pas par la market size, on en a parlé un peu en off, mais parce que il y a combien d'avions quoi, combien de compagnies, Je pense que c'est parfois la beauté alors que tu es programmé finalement, excuse-moi, tu es quasiment programmé depuis 15 ans à monter un truc dans la tech. Les sites internet, il y a même pas de là ton savoir sur le codage un peu de valeur. Rien, quoi. Je pense que c'est juste je dirais que c'est peut-être un des côtés de l'élitisme français que je ne vénère pas du tout, mais qui est de finalement on pensait qu'on était capable de tout. Parce qu'on nous a toujours dit qu'on était capable de tout et qu'on voyait pas de raison pour lesquelles on n'y arriverait pas. Et je pense que tout le monde devrait avoir ça en tête. Il faut, avec beaucoup de travail, et honnêtement, on a travaillé jour et nuit pendant très 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 longtemps et on a fait des trucs que peu de gens feraient, des allers-retours à Toulouse dans la journée, en se levant à 3h du matin, en rentrant à 23h, en ayant passé la journée sur une usine, puis le lendemain en partant à l'autre bout du monde pour aller tester une autre usine. Enfin, on a fait des trucs qui étaient vraiment tarés, tout en construisant la boîte, tout en construisant des nouveaux process de manufacturing, etc. Mais on l'a fait, et en effet, on n'avait jamais vendu avant, et on n'avait jamais parlé à une compagnie aérienne avant, mais on l'a juste fait en disant... Genre, il y a plein de gens qui y arrivent. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? Et je pense qu'on avait tous fait des stages dans des entreprises pendant nos césures avant. Enfin, en tout cas, Benjamin et moi. Et ça nous avait permis aussi de démystifier l'entreprise. Je pense que avant de voir une grosse boîte, etc., t'as l'impression que c'est une machine parfaite, qui tourne hyper bien, et une fois que t'es dedans,
tu vois qu'en fait, c'est beaucoup de politique, que c'est des process lents, que c'est des gens avec des niveaux très inégaux, que c'est pas nécessairement la meilleure décision qui gagne parce que c'est celle qui va faciliter le plus la carrière de quelqu'un. Et pas toutes les boîtes sont comme ça, et pas tout le monde est comme ça. Mais tu te dis, en fait, si eux arrivent à faire des trucs aussi gros, pourquoi moi je n'y arriverai pas? Et après, c'est la force de décomposer les problèmes pas à pas. Et ça, je pense qu'on l'a bien fait. Je pense que c'est un méthodo, quoi. C'est-à-dire que c'est un moment de décortiquer le problème. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, Et c'est ouais. Mais d'ailleurs, je l'ai lu avec Ben et Vincent, tes associés. J'ai lu un moment où vous dites, à l'époque, on était un peu tarés. Ouais. Mais j'espère qu'on l'est tous les trois encore, et je pense qu'on l'est tous les trois encore. Ouais. Et c'est très bien. Ouais, je pense qu'il faut avoir cette distorsion de la réalité qui te permet de faire des choses différentes, des choses où tout le monde te dit que c'est impossible, parce qu'honnêtement, en effet, quand tu as 22 ans, tout le monde te rit au nez quand tu dis que tu vas créer une boîte dans l'aéronautique, que tu vas certifier un siège, quand d'autres acteurs n'ont pas réussi à certifier un siège en composite, quand tu dis que tu vas arriver à vendre à des compagnies aériennes, tout le monde se foutait de notre gueule. Et c'est pas grave, nous, ça nous donnait juste encore plus envie de leur prouver qu'ils avaient tort. Mais comme tout le monde... un peu moins de monde, mais quand même beaucoup de gens m'ont pas cru quand on a dit qu'on allait construire une nouvelle boîte dans la santé, qu'on allait commencer par construire une assurance santé from scratch et qu'on allait avoir une licence d'assureur et qu'on n'allait pas être courtier. Genre les gens sont aussi moqués. Pas tous, moins, parce qu'il y avait la crédibilité du passé qui aide un peu plus, mais plein de gens disaient que c'était impossible aussi. Il avait ses personnalités. Elon Musk, on peut dire qu'il est taré. Et pourtant, il fait des choses incroyables, quoi. Il fait des choses incroyables. Ouais, c'est un peu un génie fou, quoi. C'est ce que peut-être vous étiez. En tout cas, ouais, on avait la folie de l'ambition et la force de travail pour réaliser cette ambition. Je pense que les deux sont le cas. Et sur les deux exemples que tu cites, qui sont Steve Jobs et Elon Musk, c'est aussi des machines de travail. Ah ouais. Et en fait... et qui ont eu plein d'échecs et plein de trucs qui n'ont pas marché et plein de trucs qui ont raté. Et on se souvient que de l'histoire très positive, mais même eux ont eu des moments très très difficiles et qui n'ont compensé que par la qualité du travail et l'intensité du travail. Comment vous financez ça au début? Alors vous allez faire une levée de fonds plus tard. Au début, je sais pas, ça coûte cher, j'imagine, un moule, d'acheter du titane. Ouais, mais en fait, on a eu la chance de lever des fonds très très tôt. C'est-à-dire, on a levé notre premier million, au bout, on travaillait depuis 4 à 6 mois dessus, ouais. Et sur des gens qui ont fait vraiment confiance à l'équipe. Qui vous a connecté? L'accélérateur? Non, c'était même avant l'accélérateur. Là, c'était via le réseau d'école, les amis d'amis, et voilà. Et on a eu de la chance que, encore une fois, on a pu avoir accès à ces réseaux-là. C'est ces personnes-là qui ont fait ce pari un peu fou de faire confiance à 3 jeunes sortis d'école qui avaient encore rien construit, mais qui avaient un plan assez clair, une compréhension assez fine du marché plutôt tôt, et l'envie de tout démonter. Ouais. Tu lèves ce premier million, ça doit se traduire, à mon avis, l'argent doit partir énormément en brevets, quoi. Oui, mais c'est pas si cher de déposer des brevets. International? On a commencé par des brevets français, et on a étendu plus tard. Ouais. Mais pareil, un brevet, ça coûte très cher. 53 brevets, c'est ça? Maintenant, c'est 53. Ouais. À l'époque, c'était... en tout cas, moi, quand je suis sorti pour créer Alan, c'était une quinzaine. Une vingtaine. Et ça coûte cher. Après, ça coûte cher. Ça dépend si c'est toi qui les écris ou si tu les fais écrire. Enfin, nous, les premiers brevets, on a tout écrit nous-mêmes. Et on a échangé en direct avec l'INPI, etc. Et ça, ça nous permettait de réduire les coûts. Juste déposer un brevet en France, c'est pas très cher. Ça chiffre en milliers d'euros. D'accord. Les gros te voient arriver. Tu as des connexions avec, je sais pas, Airbus? On a réussi à parler pas mal avec Airbus. Alors Airbus était c'est pas des fabricants de sièges. Donc, mais oui, on a pu parler pas mal avec eux et ils nous ont honnêtement relativement plutôt bien accueillis à l'époque. C'était étonnant. La compétition était plus dure. Genre au début, ils se sont moqués de nous. Quand on a eu notre certification,
ça a été assez dur et très compétitif avec des pratiques plus ou moins nobles, je dirais. Ouais. Mais vous n'avez pas eu de rapprochement du genre, allez, on vous rachète. Si, enfin, parce que c'est plus facile pour eux. Il y a eu quelques approches assez tôt, mais jamais très profondes. Je pense que on a vraiment eu les caps et qui sont des caps classiques de, on vous prend pas au sérieux pendant très longtemps. On continue à dire que vous allez échouer pendant très très longtemps. Puis on dit à tout le monde qu'on va faire ce que vous faites. Puis ça, pendant très longtemps, ça n'arrive pas. Et je pense que maintenant, c'est plutôt dans la phase de OK, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Et encore une fois, maintenant, je suis assez loin du business, donc, donc je sais pas, mais voilà. Et quand vous levez ce premier million, il vous sert à quoi? Bon, évidemment, on a parlé des brevets. Vous commencez à vendre ou Non, on a commencé à aller voir des clients pour comprendre le besoin. Parce que rien que le côté industriel, il faut passer à la phase production. Ça, c'est compliqué aussi. Ah ouais, mais ça a mis très très longtemps. Enfin, c'est 3 ou 4 ans de développement pour sortir le produit. Mais on est allé voir des clients très tôt. On a réussi à trouver des accès, des gens qui nous ont reçus et tout. On s'est pris beaucoup de portes aussi pour comprendre et définir quels étaient les besoins, les enjeux et ce qu'on voulait construire. Et après, ça a été des phases un peu comme celle que je te décrivais, de prototypes et de prototypes de plus en plus complexes, d'itérations, d'échecs sur des technologies, d'échecs sur des matériaux, etc. Et honnêtement, je pourrais pas dire qu'on avait un plan hyper cadencé. On essayait de survivre jusqu'à l'étape suivante et d'y arriver jusqu'à que ça marche. Et on a réussi à le faire plein de fois. Quand tu quittes, donc tu as monté Alan en 2016, tu quittes quasiment immédiatement pour monter Alan. Tu avais des clients, du chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il y avait? On avait signé en gros 5 ou 6 compagnies aériennes. On avait c'est quoi, déjà c'est des milliers de sièges, volaient. Hein, Ouais, c'était dans l'ordre des milliers de sièges. Ouais. On a des sièges qui volaient déjà. Et voilà, l'order book était dans l'ordre des dizaines de la dizaine ou entre 10 et 20 millions d'euros de revenus à l'époque. Ouais. Et il y avait des concurrents? Il y avait plein de concurrents dans le siège d'avion. Parce que finalement, ça va se calculer en kilos, quoi. Ouais, il y avait des concurrents dans le siège d'avion en général. Des concurrents qui avaient un siège aussi léger, il n'y en avait aucun sur le marché. D'accord. Et aujourd'hui encore? De ce que je sais, oui. Après, je suis vraiment plus. Et vous avez vendu à Air France ou Pas Air France. On a commencé par les compagnies plutôt low cost. En fait, vous vendez pas directement à Air France. Vous vendez à Airbus. Non, en fait, non. On vend aux compagnies aériennes. C'est des options, en fait. C'est des options. Il y a les avions existants sur lesquels on change les sièges. Donc, c'est en direct avec les compagnies aériennes. Et sur les nouveaux avions, là, c'est tripartite. C'est avec l'avionneur et la compagnie aérienne. Donc, il faut être au catalogue de Boeing, Airbus, ATR, etc. Et il faut que la compagnie aérienne nous choisisse dans ce catalogue-là. Donc voilà. Alors, on va arriver à la fin d'Explicit pour ton aventure à toi. Qu'est-ce qui te prend de dire je quitte? J'imagine donc tu avais déjà Alan dans la tête. Tu avais fait le tour? Je pense que il y a eu un événement qui a été prépondérant dans ces décisions-là, qui est mon grand-père que j'allais voir quasiment tous les week-ends, parce qu'il habitait Paris, depuis que j'étais arrivé à Paris, qui est tombé malade d'un cancer et qui m'a fait pas mal me questionner sur, en effet, ce que j'avais envie de faire. Et même avant de créer Explicit, je réfléchissais déjà à des boîtes en santé. Et en gros, ma question est devenue, est-ce que je veux encore passer 3 à 5 ans à faire des sièges d'avion, ou est-ce que je veux essayer de transformer le système de santé pour le rendre plus juste, plus transparent, plus accessible à tous, plus personnalisé. Et je sais pas, il y a eu 1 ou 2 nuits blanches comme ça où je suis arrivé à la conclusion que c'était ça la décision que je voulais faire. Et honnêtement, ça n'a pas été un calcul hyper rationnel, ça a été juste mon énorme gut feeling, c'était ça que je devais faire. Mais quel rapport avec ton grand-père? Parce que mon grand-père tombant malade, on a passé beaucoup de temps aux urgences, on a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, beaucoup de temps à gérer les mutuelles, beaucoup de temps à... Et c'est juste... j'ai commencé à geeker le sujet, enfin, c'est un peu mon côté aussi, mais
ok, comment les cancers se déclenchent, quels sont les marqueurs, est-ce qu'il y a des prédispositions. J'ai séquencé mon ADN, j'ai fait séquencer l'ADN de ma famille pour regarder. J'ai commencé à geeker le truc parce que c'était interdit en France. Voilà, et en fait, une fois que j'ai ouvert cette boîte de Pandore, c'est devenu le truc que j'avais envie de oui, mais parce que finalement, bon, Alan, une complémentaire santé. Comme je te l'ai dit, moi, je suis nouvellement client. Mais avant d'être nouveau client, je tombe malade, je suis remboursé. Enfin, ça fonctionne, quoi. Alors, on va voir plein de choses que tu vas amener sur Alan, mais ça fonctionne. Le problème de ton grand-père, c'est plutôt, à la limite, le cancer. Il est parti, j'imagine. Ouais, donc, ouais. Et donc, tu aurais pu peut-être créer une boîte sur, effectivement, si tu as geeké les marqueurs. J'ai commencé à bosser là-dessus. Et après, la question, c'était... Et c'est la vision d'Alan. Hein. La vision d'Alan, c'est pas de créer la meilleure complémentaire santé. Ça, c'est une partie de la vision. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est d'être... l'app qui est dans la poche de tous les Européens, voire plus largement, qui m'aide à accéder à la meilleure prévention, qui m'aide à accéder à la meilleure information de manière personnelle pour moi et personnalisée, et qui m'aide à accéder aux meilleurs soins, que ce soit digital ou physique, sans jamais me soucier de la logistique. Et d'une manière logique, mais aussi après plein d'itérations, parce que il y a quasiment eu toute l'année 2015 à réfléchir sur qu'est-ce qu'allait être Alan pour que la boîte soit créée en février 2016 avec Charles Gorentin, mon cofondateur. On a passé un an, et j'ai passé un an, et Charles m'a rejoint à la moitié de l'année, à réfléchir à comment faire ça. Et au début, c'était en effet sur le séquençage et les marqueurs, puis c'était sur des modèles de prévention, et on a itéré en se disant, en fait, commencer par l'assurance, c'est le bon endroit, parce que l'assurance, elle est connectée à tout le monde, elle est connectée à toi, à tous les Français. Elle est connectée aussi aux entreprises, elle est connectée aux médecins, elle est connectée aux pharmaciens, elle est connectée aux hôpitaux, elle est connectée aux cliniques, elle est connectée aux ostéopathes, elle est partout. Et donc ça, c'était le premier angle qui était hyper important pour nous. C'était un marché qui était important. Et ça, c'était aussi un apprentissage d'Explicit où le marché du siège d'avion mondial fait, classe éco, ça va faire 3 milliards. Là, rien qu'en France, santé et prévoyance, c'est 50 milliards. Donc, et en Europe, c'est genre 200 milliards. Donc, tu peux faire, c'est un marché qui est conséquent et tu peux commencer à créer une boîte ambitieuse ici. Mais vraiment, c'était construire l'assurance santé, c'est la conséquence de la réflexion de comment on va rendre le système de santé beaucoup plus juste, beaucoup plus transparent et beaucoup plus accessible. Parce que pareil, si je prends le cas de mon grand-père, pour parler au meilleur oncologue, c'est parce que on connaissait via mon père, chef de service, qui connaissait un tel, et on a pu avoir l'accès plus rapidement que d'autres. Et ça, c'est génial pour nous, mais c'est injuste. Et je pense que l'idée, c'est comment on rend accessible à tout le monde ça. Oui, mais ça répond... je comprends. J'essaie de trouver le rapport, parce qu'effectivement, à un moment, quand tu vas avoir toutes ces données, ton grand-père malade, l'oncologue, le système de santé, les remboursements, c'est vrai que pour moi, dans tout ce que tu dis, c'est pas le remboursement le problème. Là, tu viens de lever un autre problème, qui est celui pratiquement, qui est de Doctolib. Doctolib aujourd'hui, moi par exemple, si j'ai envie d'avoir, là j'ai un problème à l'épaule, j'avais besoin de faire une écho, le cabinet dans 2 mois, Doctolib, je tapote et je l'ai, voilà. Ça je comprends. Alors peut-être que tu vas me l'expliquer. Peut-être qu'Alan c'est une première brique. Et mais bon, on va pas spoiler. Tu vas m'expliquer. On attaque Alan tout de suite. Juste un truc. C'était incompatible de monter Alan en même temps qu'Explicit. Totalement incompatible pour moi. En tout cas, je suis assez monomaniaque et quand ta tête est sur quelque chose, c'est assez difficile de bien faire les deux. Et c'était vraiment une question de temps et d'où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie. Qui encore une fois, c'est un matin, je me suis réveillé et en fait, je me suis juste dit, là, chaque jour que je perds, c'est un jour que je perds à pas bosser sur la santé. Et avec Ben et Vincent, ça c'est. J'aurais pu faire ça beaucoup mieux, je pense. Ouais. Moi, je prends totalement mon blâme là-dessus. J'aurais pu expliquer beaucoup mieux pourquoi
je souhaitais partir. Parce que je voulais pas dire à ce moment-là que je créais une nouvelle boîte, parce que j'étais pas sûr que j'allais créer une nouvelle boîte. Je pense que c'est un bon apprentissage, en tout cas qui était un apprentissage hyper fort pour moi, qui était être plus transparent sur ce que tu ressens et ce que tu as envie de faire, même si c'est pas finalisé, même si ce sera peut-être pas ça dans les faits, est beaucoup plus important que ne pas prendre le risque de dire un truc que tu vas peut-être rater et du coup essayer de donner d'autres raisons qui marchent pas et qui sont pas les vraies bonnes raisons. Et du coup, en tout cas, pour moi, c'est un apprentissage et c'est un apprentissage dans mes relations humaines, c'est un apprentissage dans ma manière d'échanger et ça a eu beaucoup d'impact sur la culture d'Alan aussi et ce qu'on a essayé de mettre en place avec Charles. Quand tu quittes Explicit, vous êtes combien à peu près ? On est 25. D'accord. Hors production, mais ouais, 25. Et ça gagne de l'argent ou c'est pas encore profitable, mais c'est sur la route. Ok. Alan, donc 2016. Alors j'ai une première question. Est-ce qu'il faut que un problème soit complexe pour que ça t'intéresse ? Parce que s'attaquer, alors je trouve qu'il y a d'énormes points communs. S'attaquer au marché des sièges d'avion ou s'attaquer à un marché qui n'a pas évolué depuis 30 ans on est tous équipés, enfin a priori, ou on est en une CMU, mais on est tous équipés, on n'a pas besoin de toi. Ouais. Voilà. Et pour qu'on n'ait pas besoin de toi, pour qu'on ait besoin de toi, il faut que tu amènes quelque chose de plus. Ou de mieux. Je crois qu'en effet, il faut amener quelque chose qui est 10 fois supérieur à l'existant pour faire un changement. Et du coup, ça implique beaucoup de travail. Moi, j'avais tendance à penser que l'existant n'était pas extraordinaire par sa complexité, par le nombre d'intermédiaires qu'il y avait sur le marché, par le fait qu'on ne comprenne rien au système. C'est aussi lourd qu'un siège d'avion. Donc exactement. Exactement. Et en effet, il y a plein de points de commun. C'est très réglementé les deux. Et arriver à comprendre la réglementation est un super atout de différenciation. Et ouais, je pense que, en tout cas, la manière dont je réfléchis et la manière dont j'avance, et pour ne pas m'ennuyer, j'ai besoin de deux choses. C'est travailler sur des trucs qui sont très durs et très complexes et travailler avec des gens que je trouve très brillants et créatifs. Pour ça, tu as une méthodo, tu découpes ? Je pense que la méthodo, en effet, elle est de partir de l'objectif final. Quel est le monde idéal que je veux essayer de créer ? Et essayer de créer un plan où on part de ça et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être vrai, étape par étape, pour arriver à créer ce monde idéal. Et ensuite, pour chacune de ces étapes, la redécomposer en sous-problèmes qu'il faut arriver. Moi, j'aime bien mettre des horizons de temps et de succès qui sont atteignables. En fait, si tu te fixes des objectifs à 1 an, à 3 ans ou à 5 ans seulement, c'est un peu déconnecté de la réalité. Et du coup, moi, j'aime bien décomposer. Il faut avoir cette vision à 5 ans ou à 10 ans. Et après, il faut aussi l'avoir à 1 an, mais il faut aussi l'avoir à 1 semaine. Et en fait, moi, et c'est un truc qu'on a mis en place chez Alan, on se fixe des objectifs à la semaine chacun. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir l'impression que j'avance. Et avancer, c'est réussir ou échouer. Et tu vois, que je me mets en permanence des marqueurs de réussite ou d'échec sur l'avancée de mon projet, l'avancée des choses. Et ça, je pense que c'est, en tout cas, moi, ma méthode pour décomposer des problèmes qui sont très, très impressionnants en plein d'étapes et parfois, les étapes peuvent mettre longtemps. Enfin, la réglementation, ça nous a mis 8 mois à avoir la première licence d'assurance indépendante depuis 1986. Mais ça a été plein de petites étapes qu'on a décomposées. Comprendre la réglementation, lire le code des assurances, parler avec entre 30 et 40 anciens du régulateur, construire les modèles, construire l'agrément, rencontrer le régulateur. Et en fait, tu décomposes toutes ces tâches qui t'aident à amener à ton but ultime, qui t'aident à créer de l'apprentissage, ça c'est hyper important, à chaque étape, et qui t'aident à raffiner ton chemin pour arriver au but, à l'objectif Mais ultime. ces étapes, tu les commences pendant Explicit, ou tu te dis, je quitte Explicit, et puis on verra bien? Non, je quitte Explicit avec juste l'idée que je vais faire quelque chose dans la santé, et je prends 1 semaine de vacances, et je me suis mis à fond. C'est du risque. Ouais, c'est du risque.
Ouais. Ah ouais, non, c'est de l'énorme risque. Alors j'avais la chance il y avait de la demande pour que des actions soient rachetées chez Explicit par des investisseurs, donc j'ai pu vendre une partie de mes actions qui m'ont donné du cash pour financer cette année-là et les premiers investissements dans Alan. Mais oui, j'ai pris mon risque et j'y suis allé à fond. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, on aurait commencé l'interview et tu m'aurais dit j'ai fait HEC. Bah, je t'aurais dit ouais. Tu as plus une façon de parler de l'entreprise. Après, je sais pourquoi je te dis ça, parce que d'abord, tu viens d'écrire un bouquin sur le management. On va parler pas mal de management. Et j'ai presque plus en face de moi quelqu'un qui dans le management que de l'ingénieur. Et par contre, à mon avis, c'est que alors je sais pas si on le dit, ingénierise le truc peut-être. Tu le rationalises, voilà. Ouais, en tout cas, ouais, j'essaye d'être. Enfin, je crois très fort en la science et en la méthode scientifique. Mais en effet, je pense que il faut arriver. C'est le fondateur de Polaroid qui disait là où il faut être, c'est à la convergence des sciences et des humanités. Et c'est un truc que Steve Jobs reprenait beaucoup. Et je pense que c'est très puissant. À la fois comprendre très très fortement la science, la technique, l'engineering, et à la fois comprendre très bien que c'est des humains qui construisent les choses et tu le fais pour des humains. Et ce qui fait que tu fais de la rupture. L'ingénierie pour l'ingénierie, je pense, n'a pas beaucoup de valeur. Le social, tout seul, sans les outils technologiques pour le faire avancer, se retrouve un peu coupé de son énergie. Et du coup, je pense que mon job et notre job chez Alan, c'est d'arriver vraiment à faire converger les deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé Alan. C'est une référence à deux Alan que j'aime beaucoup, qui sont Alan Turing, qui est vraiment le représentant pour moi de la technologie, parce que c'est le pionnier de l'informatique moderne, le pionnier j'aime pas le mot intelligence artificielle, du machine learning. Et Alan Watts, qui est un philosophe anglais qui a beaucoup écrit sur le bien-être, se comprendre soi-même pour mieux comprendre les autres. Et ça, cette combinaison des deux, qui sont pour moi le symbole des humanités et de la science et de la technologie, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et je pense que j'ai un vrai background d'ingénieur dans la manière dont je décompose les problèmes, mais j'essaye de comprendre que c'est avec des gens qu'on travaille et qu'il faut décomposer ces problèmes ensemble et qu'il faut penser l'organisation pour que toutes ces personnes, et on essaie d'attirer que des personnes extrêmement brillantes dans leur domaine et extrêmement humaines aussi et empathiques, travaillent ensemble vers un but commun. Avant de monter à Alan, tu as dû lire et comprendre et décortiquer les problèmes les uns après les autres. Tu t'es dit à un moment, je vais pas y arriver? Je me suis dit à un moment, on s'est dit à plusieurs moments, et avant que Charles arrive et même après que Charles arrive, que on n'était pas exactement, on n'avait pas encore craqué le sujet, c'est-à-dire on avait plein de savoirs, on avait plein d'idées, mais on n'avait pas encore une idée dont on se disait celle-là, elle répond exactement aux besoins et elle est la bonne première étape pour le plan long terme qu'on s'est créé. Donc ouais, il y a eu plein de moments où on s'est dit on n'y est pas encore. Après, est-ce qu'on s'est dit on va jamais y arriver? Ça, on se l'est jamais dit. Parce qu'encore une fois... Mais on te l'a dit. Oui, ça, on nous l'a dit, mais comme on nous le dit encore. Et c'est très bien. Oui, non. Quand je dis on, c'est ton entourage. C'est-à-dire quand je discute avec Alexandre Pro de Conto ou Loïc Saubiran de Swile, qui s'attaquent pour l'un à la banque, l'autre au ticket resto, qui est encore un truc qui n'a pas évolué depuis je sais pas combien de temps, on entend, vous n'y arriverez jamais, quoi. Ouais. Il y a des trop gros derrière, il y a les alliances et machins, ils vont pas vous laisser, quoi. Oui, mais ça, pour reprendre sur un concept scientifique, c'est le concept de l'inertie, qui est un concept en physique qu'on utilise beaucoup, qui est quand il y a déjà une énergie dans le système, changer la trajectoire, c'est très difficile. Et quand il y a des habitudes, quand il y a un système de pensée, quand personne n'a fait un truc nouveau depuis 30 ans, les gens vont dire que c'est impossible. Mais moi, je vois ça comme des énormes opportunités. Parce que, en fait, quand les gens te disent c'est impossible, ou il faut faire comme ça, ou on a toujours fait comme ça,
c'est en fait un symbole et un marqueur que les gens ont arrêté de réfléchir. Ils n'ont pas arrêté de réfléchir parce qu'ils sont bêtes, ils ont arrêté de réfléchir parce qu'ils ne voulaient plus passer d'énergie là-dessus, parce que c'est devenu la norme de la société. Et c'est toutes ces normes qui sont naturelles pour 99,99% de la population, où je pense qu'il y a des pépites à créer, parce que c'est là où plus personne réfléchit, et toi, si tu réfléchis, ça va être dur. Il va falloir débroussailler et comprendre pourquoi les gens pensent comme ça. Mais pour pouvoir penser différemment, là, tu fais des vraies différences. Tu es influençable? J'aime bien cette phrase en anglais qui est « strong opinions weakly held », qui veut dire quand j'ai une opinion, je la défends fortement et je la prends comme si c'était la vérité, mais on peut facilement me convaincre s'il y a des arguments qui sont très bons de changer d'opinion. Et c'est Keynes qui disait ça aussi, c'est quand les faits changent, je change mon opinion, et ça, j'ai aucun problème à le faire. Est-ce que tu peux me pitcher Alan pour comprendre un peu qu'est-ce que tu amènes de plus, encore une fois, comment tu as allégé ce système de santé? En gros, Alan, on part d'un constat qui est que en France, on dépense 11,5% de notre PIB en santé, c'est 270 milliards d'euros par an, et que il y a une sorte de charge mentale extraordinaire pour tout le monde, et c'est un peu notre gros ennemi, la charge mentale. Il y a une charge mentale pour les citoyens, pour vous, quoi, les gens, toi et moi, pour trouver le bon médecin, les temps d'attente, la qualité du soin, et j'en cite plein de choses, enfin, le nombre de fois où les gens sont perdus, ou vont demander des choses à leurs amis sur Facebook, ou essayer d'appeler leur oncle médecin, etc. C'est n'importe quoi. C'est aussi une charge mentale extraordinaire pour les médecins et les hôpitaux. On l'a vu avec le Covid, enfin, le système, on est en train de tirer l'élastique au bout, les gens sont burn-out, mais c'était pré-Covid aussi, enfin, la crise des urgences, etc. Donc c'est un système on dépense beaucoup d'argent en tant que société, qui est ultra important pour tout le monde, et où le manque de coordination et le manque de technologie, le manque de simplification et de simplicité fait que c'est pleinement satisfaisant pour personne. Et du coup, la vision d'Alan, c'est vraiment de corriger ça. C'est de rendre le système de santé et la santé extraordinairement simple, transparente, juste aussi, parce qu'on pense que la technologie permet d'accéder aux meilleurs soins à tous, et personnalisé. Et j'insiste sur personnalisé, parce qu'on pense que le système de santé, il s'est industrialisé pendant très longtemps pour essayer de servir tout le monde. Mais du coup, toi, quand tu es face au système de santé, tu es un peu perdu. Et nous, ce qu'on essaie de créer, c'est que si tu es une femme enceinte, si tu es un jeune parent, si tu es quelqu'un avec une maladie chronique, si tu es une femme à la ménopause, que la prévention, les informations et le soin qu'on te propose soient très personnalisés à tes besoins et à qui tu es. Donc ça, c'est la vision d'Alan. Pour commencer cette vision, on a commencé par créer une assurance complémentaire santé. Donc c'est une mutuelle. Une mutuelle au sens large, mais on est une société d'assurance qui enlève déjà la charge mentale en tant qu'individu à gérer sa santé. Donc, je suis remboursé 10 fois plus vite. Maintenant, on rembourse tellement plus vite que les gens ont l'argent sur leur compte avant même que leur carte bleue ait été débitée du paiement du médecin ou de l'ostéopathe. Ça, c'est assez magique, et c'est un travail technologique de quasiment 4 ans pour en arriver là. Donc, on rembourse très vite. On est très, très simple. Donc, on comprend avant d'aller chez le médecin combien ça me coûtait, combien je vais être remboursé avant d'aller à l'hôpital, etc. Donc, on est transparent et simple, et ça enlève aussi une charge mentale énorme. On est clair. On a un service client dont on parlait juste avant qui fait que on t'enlève ce monde de complexité, on essaie de te le rendre digeste, et même on aime bien parler de profonde légèreté. C'est à la fois, on est très technique, mais on essaie de le dire avec légèreté pour que ce soit un peu fun et sexy, comme tu le disais, de parler de santé et de complémentaire santé. Et on enlève aussi la charge mentale du côté entreprise, parce qu'on a aujourd'hui, on couvre plus de 6 000 entreprises, plus de 90 000 personnes, on doit être à 92 000 ce matin. Et ces entreprises-là, pour les RH, pour les gestionnaires, pour la gestion comptable, le service comptable, on simplifie tout. Les entrées-sorties, les dispenses, la portabilité, le suivi des dépenses. On a un tableau qui te donne en continu
combien tu as cotisé et combien Alan a remboursé ta boîte en total, avec des outils de suivi hyper transparents et hyper simples. Donc ça, c'est sur le côté assurance santé, on rend déjà tout ça hyper simple, hyper transparent pour tout le monde, du salarié au travailleur non salarié, à l'entreprise de plusieurs milliers de salariés. C'est un travail continu pour mettre le meilleur de la technologie. Et on a des ingénieurs qui viennent de partout dans le monde, des meilleurs de la Silicon Valley, etc., au service de l'humain, pour avoir un service client extraordinaire, pour avoir beaucoup d'empathie dans le produit, etc. La deuxième pan de ce qu'on est en train de construire, c'est des services de santé et du contenu et de l'information qui m'aident à mieux naviguer la santé et ma santé à titre personnel. Donc, avec Alan, je peux chatter avec un médecin de manière gratuite et limitée à l'écrit et il va me répondre. Illimité ? Ouais, il va me répondre et m'aider, m'accompagner. Je peux faire de la téléconsultation vidéo gratuite et illimitée avec un médecin. J'ai des rappels de prévention qui me sont hyper utiles. Si je viens d'avoir un enfant, je vais avoir les rappels de vaccins. Si je suis pas allé chez le dentiste depuis plus d'1 an, Alan va me présenter les dentistes autour de mon bureau, autour de chez moi, pour faire un check-up et un détartrage de manière complètement remboursée, etc. Et si j'ai mon dentiste habituel, il va me dire n'oublie pas d'appeler ton dentiste. Et aussi, on sauvegarde, tu as un adresse book de tes médecins favoris. Et du coup, en effet, tu as les coordonnées de tes médecins favoris qu'on lit de manière automatique avec ton historique des dépenses. Donc, et ça, tout ça, c'est venu, c'est des briques en fait. Hein. Ouais, c'est plein de briques qu'on construit au fur et à mesure. D'accord. Si au niveau macro, la mutualité, c'est rentable en France ? C'est entre rentable et à l'équilibre, ouais. D'accord. Parce que il y a beaucoup de coûts fixes quand même. Forcément, vous êtes une start-up, mais si votre produit déjà, si tous les autres perdent de l'argent, à un moment vous allez perdre de l'argent de toute façon, voilà. Donc les autres ne perdent pas de l'argent, voilà, okay. Et on pense qu'on peut être 10 fois plus efficace que le marché sur les coûts de distribution, les coûts de gestion, tout le travail d'ingénierie et d'investissement massif qu'on a fait pour construire toute l'automatisation des remboursements et rembourser plus vite, de manière plus juste, avec une meilleure donnée, etc. Ça fait qu'on est beaucoup plus, j'utilise des mots un peu de start-up, je suis désolé, scalable, mais c'est-à-dire qu'on peut grandir très vite, couvrir des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, de manière beaucoup plus simple et automatisée, je pense, que la concurrence. Ouais. Ces pain points que tu as identifiés, donc à la base c'était encore une fois uniquement le remboursement, et ensuite en t'intéressant, donc tu vois qui tu peux en fait un peu améliorer. Tu peux. Comment ça devient tout ça encore ? C'était plus que le remboursement. En tant que dirigeant de boîte avant, chez Explicit, j'avais dû choisir la mutuelle et tu passais par les assureurs en direct ne voulaient pas te parler, les courtiers te disaient non mais t'inquiète pas, je prends la marge sur l'assureur et pas sur toi. Mais attends, mais c'est un jeu à somme nulle. À la fin c'est moi qui paye, donc il doit y avoir un problème. Et j'y comprenais rien. Et du coup. En effet, il y a les remboursements, mais il y a aussi juste apporter de la simplicité, de l'empathie, de la clarté dans un monde qui a vécu sur la complexité, sur l'intermédiation pendant très longtemps. C'était aussi une énorme étape et ça a été énormément de boulot. Enfin, le temps qu'on a passé à écrire notre table de couverture, à l'expliquer, à faire des blagues, à mettre des montants en euros. Elle est sympa en plus. Ouais. Et à la rendre... aussi, juste avec la barre de recherche, au lieu d'aller taper, tu vas taper lunettes et tu vas avoir ton remboursement de lunettes en euros. Pareil, si tu tapes radiologiste, nutritionniste, etc. Ça, c'est des mois de travail pour faire ça. Et c'est cette attention aux détails partout dans le produit qui fait la différence, avec toujours cet objectif en tête qui est que nos membres se disent « Waouh, avec Alan, je me soucie plus de l'assurance santé, je sais que je peux leur faire confiance, je sais que ça va bien marcher, je sais que je vais être remboursé plus vite que tout le monde, je sais combien ça va me coûter avant. Et en plus, je sais qu'Alan va m'accompagner pour vivre mieux dans ma santé, dans ma prévention. » Et c'est toujours ça qu'on a eu en tête depuis le début. Après, on a juste construit brique par brique. Donc au début, on a quand même lancé une assurance santé avec 8 personnes. Donc c'est pas beaucoup. C'est bien, tu devances ma question. Ouais. Et du coup, au début, on a simplifié à l'extrême. On avait un produit unique pour les petites boîtes, 100% en ligne, que web. On n'avait pas encore d'app mobile quand on a lancé. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un minimum viable product. C'est MVC. Et on a fait ça. Et après, on a
plus on a grandi, plus on a eu des feedbacks du marché, plus on a construit de fonctionnalités et de services qui nous ont aidés à signer des boîtes de plus en plus grandes, à servir de mieux en mieux nos utilisateurs. On est assez heureux parce que notre Net Promoter Score, qui est un outil de mesure de à quel point les gens te recommandent, est à 75. Aujourd'hui, c'est plus qu'Apple, c'est beaucoup plus qu'Amazon et c'est infiniment plus que le marché. Donc ça, c'est des choses qui nous font très plaisir. Ça veut dire qu'on est en train de construire un produit que les gens aiment et recommandent énormément. Alors, plusieurs choses. D'abord, j'ai l'impression, et tu viens de le démontrer, j'ai l'impression que Alan, c'est pas une entreprise, en fait, c'est une mission. T'as une mission. Bon. Effectivement, il y a cette opacité. Moi, ça fait des années que je suis chez mon assureur. Tu vois, je suis allé voir un ostéo, par exemple. Un ostéo, je savais même pas. Après, bon, il me donne une facture. Voilà. Je savais même pas que il y avait une application, je vais les citer, qui s'appelle Alliance, où tu peux uploader la facture. Tu as droit à 2, 3 ostéos par an, etc. Où je veux en venir, c'est je me dis, comme explicite d'ailleurs, pourquoi ils le font pas? Et si je te laisse pas répondre et je réponds d'abord, je pense qu'encore une fois, c'est ce que tu disais au tout début du podcast, c'est cette rigidité en fait. Mais il n'empêche que quand on doit arriver sur le marché, comme aujourd'hui les néobanques n'appartiennent pas qu'à des startups mais aussi à des banques, pourquoi est-ce que Allianz ou Generali ne fait pas une Alan, un truc light? Ouais, je les encourage à le faire et je pense qu'il y a des gens hyper intelligents dans ces boîtes-là. La question, c'est... Pour moi, c'est Netflix face à Blockbuster aussi, qui est une histoire qui est passionnante, mais c'est où est-ce que les meilleurs software engineers, les meilleurs designers, les meilleurs product managers vont aller. Si je quitte Google, Facebook pour rejoindre une boîte en Europe, est-ce que je vais aller chez un assureur ou est-ce que je vais aller dans une boîte qui a une mission de transformer la santé? Je pense qu'ils vont plutôt venir chez nous. Et comme on le disait tout à l'heure, une boîte, c'est la somme des gens qui la composent. Et c'est pas que les gens sont bêtes chez les concurrents, plutôt ils sont très très intelligents, mais je pense que c'est des profils très différents. Nous, on est une vraie boîte de produits, de software engineering. Enfin, on est concentré sur le produit et on construit aussi du produit pour faire la meilleure assurance. Les autres boîtes, ce sont des assurances qui vont essayer de se digitaliser. Et ça, c'est un ADN très très différent. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver. Ils vont peut-être y arriver. La question, c'est qu'est-ce que nous, on aura créé au moment où ils auront une version d'Alan ou un truc digital comme nous. J'espère qu'on aura encore 5 ans d'avance sur là où on en est en termes de produits, de fonctionnalités et de services. Tu as des concurrents à peu près? Il y a tous les assureurs de la place qui peuvent être en concurrence. Ouais, mais dans boîte vraiment digitale, qui ont une licence comme nous. En France, il n'y en a pas. En Europe, il y en a une. Et il y en a 2 ou 3 aux États-Unis et une en Chine. Ok. Tu montes à la 8 personnes, donc avec Charles. Tu as proposé à Vincent et Ben de rentrer ou... C'est un ADN complètement différent et ils étaient encore eux pris avec Explicit en plus, donc non, c'est même pas une question qui s'est posée. Charles, c'est quoi? C'est qui? Charles, tu l'as rencontré comment? On se connaît depuis notre école d'ingénieur, puis lui est parti faire des études de machine learning à l'ENS, puis à Berkeley aux États-Unis, puis était chez Facebook, puis Instagram et Twitter. Et donc on se connaît depuis maintenant plus de 10 ans. Et c'est quelqu'un en qui j'avais hyper confiance sur, les capacités intellectuelles et techniques. Alors, il est vraiment très impressionnant, Charles. Sur les valeurs humaines. Et on a passé beaucoup de temps à discuter de quelle était notre vision de la boîte qu'on voulait construire, comment on allait se comporter l'un vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'on était là vraiment pour le très très long terme? Parce que on a envie de faire une boîte pour... Alan, c'est la boîte qu'on a envie de faire pour les prochaines décennies. Et voilà, et on s'est alignés, ça a été beaucoup d'échanges. Mais comment vous vous connectez en fait à l'époque? Quand moi j'ai commencé à réfléchir, on se parlait de toute façon 1 ou 2 fois par an avec Charles, même si c'était sur la côte ouest des États-Unis. Et quand j'ai commencé à créer Alan, je lui en ai parlé, on a échangé. Je lui ai demandé au début, je pense qu'il avait un rôle
hyper bon chez Twitter, un super job, très très bien rémunéré. Donc en fait, au début, j'ai même pas pensé qu'il pourrait quitter Twitter et la côte ouest pour venir créer Alan avec moi. En quittant Explicit, tu aurais pu être solo founder. Je pense, mais je pense que ça n'aurait pas été. Je pense pas qu'Alan serait ce que c'est aujourd'hui si j'avais été solo founder et s'il n'y avait pas eu Charles. Car c'est un vrai cheminement à 2, puis très tôt à 8, puis à 14, puis à 20, se faire grandir l'un l'autre, se remettre en question, partager ses doutes, partager les succès. Donc moi, je crois très très fortement à ce binôme, et plus que ce binôme, à l'équipe qu'on crée, et on a un groupe de personnes. En effet, on est cofondateurs, mais vraiment, moi je considère qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément contribué au succès d'Alan. C'est pour ça aussi que 100% des salariés de la boîte ont du capital d'Alan, et qu'on continue à le faire et qu'on continuera à le faire, parce qu'on crée la valeur tous ensemble. Ces 8 personnes, c'est les profils ? C'est à la fois des gens de l'assurance. Ouais. Donc, c'est par exemple Bertrand qui avait fait 15 ans chez AXA, 10 ans chez Mercer, qui nous a rejoints. C'est Paul qui avait fait 4 ans à l'autorité de contrôle prudentiel, donc qui est le régulateur de l'assurance, et 2 ans à l'inspection générale des finances, donc qui était vraiment un des grands corps de l'État. Fabrice qui avait aussi travaillé à l'autorité de contrôle, puis dans les cabinets ministériels, puis chez Generali, qui était directeur technique de la branche vie de Generali. Antoine, qui avait un PhD en médecine, en personalized medicine, donc à UCSF, donc sur la côte ouest, où il avait créé des outils pour aider à gérer la sclérose en plaques, mais qui était aussi software engineer, donc développeur, et qui avait déjà créé plein de projets en software. Rob, qui est un Américain, qui était aussi software engineer à San Francisco chez Mixpanel. Il y a Edouard, qui est notre premier designer, qui nous a rejoint et qui était chez WeThings avant, donc des balances connectées, etc., qui arrivait à mélanger santé et grand public. Donc ça, c'est quelques des profils qui étaient là depuis le début. Comme tu le notes, c'était que des hommes, ce qui était un vrai problème qu'on a dû corriger derrière. Et maintenant, on est à parité. Mais on a essayé de construire au tout début une équipe très resserrée. Et le CTO ? Le CTO, c'est Charles, mon cofondateur. D'accord. Ouais. Ok. Ton background de codeur totalement inutile. Enfin, inutile dans le sens, c'est pas moi qui code, et heureusement pour la boîte. Parce que par contre, tu as l'esprit. Mais je comprends, et moi, ce que j'aime plus que la technique, c'est le produit. Je suis un grand fan, en revanche, de penser le produit, de penser les fonctionnalités, d'essayer de comprendre les utilisateurs, les problèmes qu'on résout, d'apporter des idées créatives. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Avec Charles, 50-50 ? Ouais. D'accord. Au départ, et je regrette pas d'avoir fait ça. Après, je pense que l'équation aurait pu être un peu différente, et ça aurait été très fair aussi. Je pense pas que tout le monde doit faire 50-50. C'est juste pour nous, on s'est dit, on construit le futur comme ça, et voilà. Ton rôle aujourd'hui est chez Alan ? Tu fais un peu tout Ah non, mon rôle, c'est de faire en sorte que je ne sois pas indispensable et que la boîte puisse tourner très bien sans moi. En revanche, j'ai quelques prérogatives qui sont de 3 ordres, je dirais. Mais le rôle de CEO évolue beaucoup avec la taille de la boîte. Mais maintenant qu'on est 240, mon rôle a évolué. Mais il y a toute une phase qui est mission, vision, stratégie. Ça, c'est le premier bloc. Être sûr que la mission de la boîte, la vision et le chemin pour arriver à cette vision soit extrêmement clair pour 100% des Alaners. Et du coup, c'est itérer là-dessus et faire en sorte qu'on ait les bonnes discussions stratégiques en permanence. Donc ça, c'est le premier bloc, et j'y passe beaucoup de temps. Le deuxième bloc, c'est créer la meilleure organisation possible pour que cette stratégie marche. Et la meilleure organisation de ces 2 choses, c'est qu'on attire les meilleurs talents. Et donc, c'est continuer à recruter des gens extraordinaires, etc. Et qu'on ait la bonne culture et les bonnes méthodes de travail pour résoudre les problèmes ensemble. Et du coup, je passe beaucoup de temps sur la culture et l'organisation. Et le troisième pan, qui est certains volets d'exécution de temps en temps. Et là, c'est comment aider l'équipe à être sûr qu'ils exécutent au mieux. Et quand je dis exécuter, c'est pas faire ce que j'ai dit, c'est qu'ils aient les bons outils et les bons contextes pour prendre les meilleures décisions, définir les stratégies, etc. Jean-Charles, je rencontre beaucoup de startups et j'ai du mal à comprendre comment on part de zéro
Alors moi qui suis dans une entreprise traditionnelle où on va chercher le client mano à mano, comment on part de zéro et comment on arrive à vendre des millions de produits pour, on en a parlé pour June par exemple, ou pour Feed, ou avoir des milliers de clients d'un coup, comme toi, puisque finalement la boîte elle a 3-4 ans. Tu as fait plusieurs levées de fonds que je vais rappeler. Donc en 2016, ça m'a estomaqué, un seed de 12 millions d'euros. Ouais. Je pense que c'est le record. C'était le record à l'époque, je crois. Je sais même pas en France, en tout cas. Ouais, aux États-Unis, il doit y en avoir, mais bon, c'est des chiffres américains, ça. Ouais. Seed en 2016 de 12 millions d'euros. 2018, série A de 23 millions. 2019, tu relèves 40 millions et 50 millions en 2020. Tu es valorisé comme une demi-licorne, c'est ça, à peu près ? Un peu plus. Ouais. Un peu plus. Vous êtes présent au Next 40. Quand tu vois tout ça, ce parcours, pas la levée de fonds, parce que c'est... Voilà, mais ne serait-ce que d'être au Next 40, donc les 40 plus belles startups, tu te dis, ma trajectoire, pour le moment, je pilote bien, je me trompe pas ? Alors, je me dis vraiment pas ça. Vas-y. Moi, j'ai tendance à me dire qu'on est encore au tout début de l'histoire. Ouais. On a de la chance d'avoir pris des bonnes décisions, d'avoir attiré des gens extraordinaires et qu'en effet, on ait de la très bonne traction et qu'on grandisse bien. Mais voilà, on en est encore que là. On a encore tout à faire. On a fait moins d'1% du chemin. Et du coup, nous, on est vraiment projetés sur le futur. Et oui, c'est gratifiant pour l'équipe de faire partie du Next 40. Ça nous permet de dire qu'on avance bien. Mais voilà, ça, c'est... On fait pas ça pour les titres et les nominations. Ouais, on fait ça pour transformer le système de santé. Et ça, on a encore à peine effleuré la surface. Donc, c'est comme ça qu'on y réfléchit, nous. C'est les plus belles boîtes et les plus gros projets, ça met très longtemps à construire des choses qui sont meaningful, donc qui ont vraiment un impact, et on va mettre ce temps et cette énergie. Alors, comment on passe de zéro à, tu vas me confirmer le chiffre, parce que si je te donne le chiffre que j'ai, il a dû sûrement évoluer quand j'ai préparé le truc. Combien de clients aujourd'hui ? On est à 92 000 membres, là, et 6 000 entreprises, un peu plus de 6 000 entreprises. D'accord. Il y a une saisonnalité en plus, puisque 31 octobre, c'est le switch. C'est le switch. Alors, la loi a changé. Ouais. Donc, à partir de décembre, on pourra casser les contrats quand on veut d'assurance santé, mais jusqu'à aujourd'hui, il fallait les casser avant le 31 octobre. Comment on passe donc de 0 à 92 000 clients ? Tu vois, j'avais noté 83 moi en plus. Ouais. Et c'était sur votre site internet. Ouais. Non, mais c'était 83 sûrement il y a 10 jours. Là, ça est en train d'aller assez vite. Ouais. Comment on passe de là à là ? C'est plein d'étapes. Hein. Je pense que la première question, c'est pas de se dire quel est mon marché complet, mais quelle est la première niche que je veux très très bien servir. Et donc, nous, la première niche au lancement, c'était les startups de moins de 20 salariés. On va rien faire d'autre tant qu'on n'aura pas une majorité des startups de moins de 20 salariés. Et on a commencé comme ça. On a essayé de construire un flow d'inscription en self-service qui était bon. Donc, quand on s'est lancé, on a eu un peu de presse, ça a permis de signer. Mais après, c'était aussi moi, Charles, des personnes de l'équipe. On est allé appeler les entrepreneurs qu'on connaissait. On allait leur pitcher le produit, leur montrer et voir s'ils voulaient changer ou pas. On le faisait un peu pour vendre, mais surtout pour comprendre quelles étaient les réactions, quels étaient les échanges. Donc, au début, c'est vraiment à la main. Et au fur et à mesure de l'histoire, tu crées de plus en plus une sorte de machine de croissance qui fait que tu as de plus en plus de bouche à oreille. Donc, il y a plein de gens qui arrivent juste par bouche à oreille. Tu produis une stratégie de contenu qui fait que tu intéresses les gens, et ils commencent à aimer ta marque et à la connaître. Et du coup, ils regardent Alan et ils changent. Puis, on a construit progressivement une équipe commerciale parce qu'en effet, quand tu fais changer une boîte de 5000 personnes de leur assurance complémentaire précédente à Alan, il faut accompagner les RH, il faut accompagner les délégués du personnel. Donc, on a construit aussi tout ça pour faire ça très bien. Mais voilà, c'est étape par étape, en ne préjugeant jamais de l'étape suivante, mais en essayant déjà de résoudre la première niche, puis par capillarité la deuxième niche. Donc, nous, c'était les boîtes de moins de 20 salariés, les startups, puis les startups de moins de 50, puis les PME. Enfin, une sorte d'escargot, quoi. Ouais, en fait. Puis les PME de moins de 100 salariés, mais plutôt encore dans le Syntec. Puis après, les
les hôtels et restaurants, etc. Et en fait, maintenant, on peut couvrir quasiment tout le monde, mais on l'a vraiment fait étape par étape pour être sûr aussi, et ça c'était très important pour nous, qu'on n'aille jamais voir un client et qu'on le serve mal. Tu vois, nous, on est en train de gérer la santé des salariés d'une entreprise. Il faut qu'on soit irréprochable. Donc, avant tout ça, tu avais obtenu la CPR. Oui. Qui est l'agrément de contrôle, enfin, c'est pour être nickel. Oui, l'autorité de contrôle. Voilà, c'est ça. Objectivement, comme tout le monde, hein, quand on sort un produit, la V1 ou la V09 ou la V1, elle marchait nickel déjà? Alors, non. Voilà. Parce que quand tu vas voir tes potes, ils font plaisir à la base. Elle marchait nickel sur quelques trucs. C'est-à-dire que moi, je crois, on parle de minimum viable product, mais moi, j'aime bien la notion de minimum low viable product. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on faisait très très bien et des choses qu'on faisait pas du tout. Quand on a lancé, donc on a eu l'agrément le 23 octobre, et c'était un peu une course parce qu'on a parlé de cette deadline du 31 octobre. Donc on a été live le 24, mais on a été live avec juste la capacité pour les entreprises de s'inscrire, mais elles pouvaient même pas encore ajouter leurs salariés à ce moment-là, et les salariés pouvaient pas encore être remboursés. Puis le 15 novembre, on a ajouté la capacité d'inviter les salariés, et le 1er décembre, on a pu faire les premiers remboursements, mais les volumes étaient petits, donc on faisait encore plein de trucs à la main. Et au fur et à mesure, on a construit, automatisé. On n'avait pas d'app mobile à ce moment-là. Et c'est juste, en revanche, les trucs qu'on sortait, eux, étaient très bien. Et du coup, ça a inspiré la confiance sur on va sortir les prochaines briques. Mais en effet, on a construit l'avion en volant, quoi. Tu leur disais que c'est quoi l'argument? Bon, évidemment, je me lance, je suis nouveau, je suis comme vous, une start-up, je rembourse pareil. C'était un argument, tu disais, je serais moins cher? Parce que vous êtes moins cher aujourd'hui. C'était pas un argument sur le prix à l'époque, c'était vraiment un argument sur tu vas comprendre comment ça marche, tu vas avoir une grille de couverture qui est simple, la gestion des entrées-sorties des salariés va devenir 10 fois plus simple, le tableau de suivi va être 10 fois plus simple, tes salariés vont avoir des meilleures interfaces, donc on va juste rendre toute l'expérience pour tout le monde beaucoup mieux, avec un produit qui est ultra simple et qui est bien pricé. En effet, de plus en plus, on investit pour offrir la meilleure expérience, la meilleure couverture pour toutes les entreprises à un prix qui est ultra compétitif, mais qui valorise aussi toute la qualité du service et des plateformes qu'on a créées. Alors, c'est peut-être le moment que je fasse l'instant promo, parce que du coup, moi, je me suis intéressé en faisant mes homeworks. Je payais 145 € de mutuelle par mois. Alors là, il y a un compteur, donc je me suis déclaré mon âge, etc. Je crois que je suis tombé à 92. Bon, accessoirement, c'est quand même sympa d'économiser. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça. Effectivement, c'est la simplicité et le chat. On en a parlé. On va en reparler de toute façon. Mais c'est vrai que tu as envie de se dire, ouais, pourquoi pas. Presque, ouais, essayer, c'est m'adopter. J'ai trouvé ça vachement. Écoute, j'y suis, je verrai bien, mais voilà. Donc, tu fais cette petite, j'appelle ça l'escargot, moi, en fait. Tu vas au fur et à mesure. La croissance est rapide? La croissance a été toujours assez rapide, ouais. On a eu de la chance d'avoir des croissances très très fortes. On est passé, je me souviens plus exactement les chiffres, mais quelques centaines en 2016. Puis entre 3 et 4 000, je crois, l'année d'après. Puis autour de 20 000 l'année d'après. Puis 65 000. Et là, à la fin de l'année, j'espère entre 130 et 150 000. Et tu es allé voir les stations F, etc. Oui, on a fait le travail d'aller voir les incubateurs, les accélérateurs, en direct aussi. On a fait vraiment... je pense qu'il y a rien d'extraordinaire dans les premières étapes. Au début, on n'a pas été très innovant sur la distribution, sauf qu'on a vraiment poussé le self-service, donc le fait que les entreprises puissent signer toutes seules sans avoir besoin de commercial et que ça marche très bien, ou que les travailleurs non salariés, et ça on l'a toujours énormément. Mais en parallèle de ça, après on a construit de plus en plus d'outils et d'innovation dans le modèle économique. Aujourd'hui, on l'applique pour l'instant que pour les entreprises de plus de 100 salariés, mais j'aime beaucoup le modèle économique qu'on a créé, qui est ce qu'on appelle un membership. Donc avec Alan, tu vas avoir un membership par salarié qui est pour accéder aux plateformes et aux services, etc. Mais on va essayer que l'assurance, elle, on te la vendre à l'équilibre. Donc, tout ce que tu cotises soit remboursé. Donc, en gros, ce qu'on t'assure avec Alan, c'est que
t'es le meilleur produit d'assurance possible quand t'es une entreprise de plus de 100 salariés, c'est qu'on te fait un produit sur mesure, qu'on te vend au coût, quasiment. En tout cas, on prédit pas le futur, donc qu'on estime être at cost. Et après, juste comme tu as accès à la meilleure plateforme de service, tu payes un membership fee. Et ça, on trouve ça très puissant parce que c'est l'assurance du meilleur produit d'assurance pour toi et tes salariés. Et on pense avoir la meilleure plateforme et les meilleurs services de très loin. Et c'est très transparent. Tu sais pourquoi tu payes, tu sais la valeur que tu as. Et ça, je trouve que c'est une innovation de modèle économique qui n'est possible que par l'innovation technique. On a la capacité de créer un produit d'assurance en 2 minutes et on a la capacité d'avoir des services extraordinaires, de présenter la valeur, etc. On n'a pas les prix, c'est moins cher. 90% des remboursements sont équivalents à ce que j'avais. Sur les 10% qui restent, vous n'avez pas ces options de dire, par exemple, j'ai envie de monter mon remboursement sur mes lunettes ou sur mes dents. C'est des produits que vous allez peut-être sortir des options? Aujourd'hui, en fait, sur les travailleurs non salariés, on a en effet un seul produit c'est très moi, simple. ouais. Sur les entreprises, on a des options déjà, en fait, aujourd'hui. Et sur les entreprises de plus de 100 salariés, on fait des produits sur mesure. Donc, c'est juste étape par étape, on développe les choses. Mais aujourd'hui, sur les entreprises, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, ouais. D'accord. Plus Mais ou moins. TNS, pas encore. TNS, pas encore, ouais. D'accord. Quand tu fais ta topologie de clients, je ne sais pas si vous les traquez, j'imagine que oui. Le top 3, c'est quoi, les startups? On a encore un gros volume de startups, mais maintenant on a beaucoup de PME. On a énormément d'entreprises dans la restauration et l'hôtellerie aussi. Ça marche très bien et on répond très bien à leurs besoins. Mais on a aussi des réseaux de crèches, des pompes funèbres. On a vraiment de tout. Des boîtes dans la métallurgie, ça devient très très varié. L'international, vous en êtes où? On a signé nos premiers clients en Espagne et en Belgique il y a 10 jours. Et là, ça commence à très bien partir dans les deux pays. Parce que j'imagine que c'est complètement différent. Modèle de santé complètement différent. Ouais. C'est 8 mois de travail pour arriver, au moins 8 mois de travail pour arriver à lancer chacun des pays. Donc, ça a été très difficile. L'équipe a fait un travail hallucinant. Mais je suis très, très fier qu'on arrive à créer une plateforme de santé européenne. Donc, on commence avec la Belgique et l'Espagne. Si ça marche bien, on continuera l'expansion internationale. Là, vous êtes combien? 240, c'est ça? On est 240, ouais. Ça, on recrute pas mal en ce moment. On était 165 au début de l'année. On sera sûrement autour de 300 à la fin de l'année. Donc, c'est une levée de fonds impressionnante. L'application doit être mature. Où va l'argent, en fait? Évidemment, dans les embauches. Vous faites beaucoup de marketing? On fait pas tant de marketing que ça. Enfin, même plutôt peu. Qu'est-ce qui coûte cher? Non, on investit dans l'équipe pour investir dans le futur. C'est principalement ça notre structure de coût. On pense pas du tout. Enfin, on pense qu'on a fait des choses qui sont déjà un produit qui est excellent pour les entreprises comme pour les utilisateurs finaux, pour nos membres. En revanche, encore une fois, il y a beaucoup de choses très très cool qui vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Et on est encore dans une phase d'investissement. Il y a aussi beaucoup d'investissements pour construire le produit à l'international. Dans 10 ans, les États-Unis peut-être? On ne se l'interdit pas du tout. Ouais. Si on arrive à être très bon et très gros en Europe, on ne voit pas pourquoi on ne sortirait pas des frontières européennes. Mais pour ça, on doit construire une boîte qui est profitable et très très solide en Europe, je pense. Parce que les États-Unis, c'est... Par contre, les pays sont gérés d'ici? Non, on a des équipes locales dans tous les pays. Nous, on a un modèle et une culture qui est très sur la responsabilité distribuée. Donc, on donne énormément de pouvoir aux équipes. Et du coup, on a des équipes en Belgique et en Espagne qui ont beaucoup de pouvoir, mais qui travaillent aussi très bien avec la France. Donc, on a des gens en France qui travaillent sur le produit belge et le produit espagnol. Mais comme on veut à terme avoir des gens en Espagne, en Belgique et dans tous les pays d'Europe qui travaillent sur le produit français aussi. Quel est ton problème aujourd'hui? C'est une question qui est vaste. Je pense que les problèmes, ils sont toujours de 3 ordres dans une entreprise, en tout cas comme la nôtre. Il y a les questions stratégiques, c'est est-ce qu'on prend les bonnes décisions stratégiques sur le lancement de l'international, sur les nouvelles fonctionnalités produits qui vont arriver. Le deuxième, c'est la question de la culture et de la croissance et de l'exécution. C'est est-ce qu'en grandissant très vite, on arrive à maintenir une barre de recrutement qui est très haut, une culture qui est saine, qui mélange hypercroissance, excellence et bien-être et qui se maintient. Et ça, c'est le deuxième enjeu. Qui est hyper important. Et après, le troisième enjeu, c'est
Est-ce que dans l'exécution, parce qu'on a la bonne culture et la bonne stratégie, on fait nos chiffres, on fait ce qu'on annonce, on a un plan, etc. Donc, j'ai pas un truc qui m'empêche de dormir, mais il y a juste tous ces sujets qui sont des sujets d'attention hyper poussés. Vous êtes en frontal à un moment sur un produit comme la Visio avec Doctolib. Ils peuvent venir à un moment sur votre marché? Ils pourraient. Tout le monde peut tout. C'est pas le même métier. Je pense que c'est des métiers très très différents. C'est comme quand on entend tout le temps oui, mais Google va le faire ou Amazon va le faire. Oui, tout le monde peut tout faire. Maintenant, je pense qu'ils sont en train, et je veux pas parler pour eux et pour Stan, ils ont une stratégie, ils vont la dérouler, je pense que, et ils font ça bien. Enfin, c'est une boîte avec plein de gens très brillants. On a d'ailleurs quelques anciens de Doctolib chez Alan et ils sont très forts. Ce qui compte, je pense, c'est de repartir des besoins, toujours. Repartir des besoins des gens et du système de santé. Et tant qu'on se concentre, nous, sur résoudre ça et qu'on le fait très bien, la compétition, et je ne sais même pas si Doctolib est dans la compétition, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est de faire les choses comme on pense qu'il faut les faire de manière juste. Dans 10 ans, je pourrais être assuré, Alan, pour une assurance somme clé, je pourrais être assuré pour ma maison Non. Non. On n'est pas une boîte d'assurance dans le sens... C'est marrant que tu réponds direct. Ouais. On veut pas créer... on veut pas faire une boîte horizontale d'assurance. Nous, on est une boîte de santé. Ouais. Et dont l'assurance est un super moyen pour aider les gens à gérer leur santé. Et c'est vraiment comme ça qu'on se positionne. Allez, je voudrais qu'on parle du management. Tu viens de sortir un bouquin qui est sorti, je crois, le 16 septembre. C'est ça? Ouais, exactement. Alors, je suis tombé sur BFM. J'ai écouté Diane Rivière, qui est... Alors, son poste, c'est Culture and People Lead. Donc, elle a parlé du management Alan. Alors, Culture and People Lead, c'est l'emballage, c'est cosmétique, le nom, ou c'est une DRH? En fait, je crois que la sémantique a beaucoup d'importance. Et donc, les mots qu'on utilise ont beaucoup d'importance dans une boîte. Et en effet, je ne pense pas qu'elle soit directrice des ressources humaines. Je pense que sa mission et les problèmes qu'elle doit résoudre, c'est s'assurer qu'on ait les meilleurs people, que ces people soient heureux. Et ça, mais excellent et efficace. Et que ça, c'est la culture qui le permet. Donc, je trouve que le rôle qu'on donne est plus explicite. Après, j'ai pas de prétention à dire que c'est mieux ou que tout le monde devrait faire comme ça. C'est juste chez nous, c'est la sémantique qui nous semble être la plus claire pour décrire ce que Diane fait. Est-ce que tu peux me pitcher le management d'Alan? Ouais, j'ai essayé de le décrire dans ce livre qui vient de sortir qui s'appelle Healthy Business, culture d'entreprise, bien-être, excellence. Et tout notre enjeu, du coup, c'est d'arriver à allier ça. C'est l'excellence, l'hypercroissance et le bien-être. Et comment on fait ça? On le fait à plusieurs niveaux. Et on en a parlé longuement aujourd'hui, donc je ne vais pas m'y pencher, mais la première valeur, c'est members first. Donc c'est vraiment, on se concentre d'abord sur nos membres et sur nos utilisateurs, du coup, et toutes nos décisions sont optimisées pour eux. Ce qui veut dire, c'est qu'on se sent obligé, si demain publiquement on devait communiquer pourquoi on a pris toutes ces décisions sur notre produit, on soit capable et serein de les communiquer publiquement. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est ce qu'on appelle, nous, l'ambition sans peur. Et on en a aussi pas mal aujourd'hui, mais c'est comment on s'attaque à des très gros problèmes et qu'on les découpe. Et pour ça, c'est attirer des gens qui sont extraordinaires. Et une des notions que j'adore, c'est Lake Wobegon Strategy. Donc, Lake Wobegon, c'est une nouvelle de Garrison Keillor qui dit que tous les enfants au lac Wobegon sont au-dessus de la moyenne, ce qui n'est pas possible. J'ai pas compris, excusez-moi. Tous les enfants qui sont au lac, c'est un lac aux États-Unis, pardon. C'est un petit village autour d'un lac, et tous les enfants sont au-dessus de la moyenne. Ce qui ne veut rien dire fonctionnellement, c'est pas possible que tout le monde soit au-dessus de la moyenne. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est que chaque recrutement augmente la qualité moyenne de l'équipe. Donc la barre d'Alan est de plus en plus haute pour rejoindre, entre guillemets, ce qu'on essaie d'avoir des gens qui nous rejoignent qui sont tous extraordinaires personnellement et à leur façon. Et il y a
de diversité dans l'excellence. Oui, mais ça, moi, quand je recrute un collaborateur, je recrute quelqu'un qui doit être, que je veux être excellent, que je pense être excellent. Comment tu arrives à le déterminer Ouais, et là, ça vient dans le process de recrutement, D'accord. qui est assez long mais très structuré, qui a pour objectif aussi d'enlever les biais de recrutement, mais du coup qui passe par une étape de screening au départ, qui est comprendre un peu la personne, ses ambitions, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, est-ce que c'est en adéquation avec ce que nous on a envie de faire. Des questions écrites, 1 ou 2 entretiens techniques, un entretien sur la culture, donc vraiment sur comprendre comment la personne réagit à certaines situations, dans quel environnement elle a envie d'évoluer, des reference calls, donc des appels à des gens avec qui la personne a travaillé, qu'elle nous donne bien sûr, avec son accord pour comprendre comment elle a opéré dans des environnements passés. Et une dernière étape qui est ce qu'on appelle le full day, où la personne vient bosser pendant une journée avec nous au bureau sur un projet. Et du coup, on va voir la personne en situation et la personne va nous voir en situation pour savoir aussi si tout ce qu'on dit sur notre culture est bullshit ou pas. Et nous, on sait que ça allait pas, mais comme il y a pas mal de boîtes qui le sont parfois, avoir cette preuve par l'interne est hyper important. Et du coup, tu vois, toutes ces étapes font que on sélectionne bien et après, on a tout un processus pour aider les gens à grandir. Et ça, j'y viendrai, c'est une des autres de nos valeurs. La troisième valeur qui est hyper importante pour nous et qui est liée à ça, c'est la valeur de responsabilité distribuée. Donc, je t'en ai parlé aussi un tout petit peu. La responsabilité distribuée, qu'est-ce que c'est ? La responsabilité distribuée, c'est... Chez Alan, on veut que tout le monde soit des despotes éclairés. En gros, on a supprimé le titre de manager. On ne pense pas que les décisions doivent être prises par consensus. On pense que sur chaque décision, sur chaque problème, on doit avoir quelqu'un clairement identifié qui est un responsable. Et ce responsable ou cette responsable, elle n'a pas vocation à essayer de faire plaisir à tout le monde. Elle a vocation à prendre de l'info. Donc ça, c'est la partie éclairée de despote éclairé. Donc c'est prendre des avis, des idées créatives, de la donnée, de l'information et du contexte pour prendre la meilleure décision possible. Mais la meilleure décision, c'est pas celle qui va faire le plaisir. Là, c'est le côté despote. C'est celle qui va maximiser la valeur pour les membres, mais qui peut être risquée. Et du coup, on valorise hyper fort l'échec chez Alan. C'est-à-dire que si tu as pris un pari qui était risqué, mais qui pouvait générer beaucoup de valeur et que tu l'as bien exécuté, on te dit bravo, parce que le monde est compliqué et tu peux échouer. Donc, on soutient vraiment l'échec, mais on a cette notion de supprimer le manager et de despote éclairé, qui vient avec notre 4e valeur, qui est la transparence radicale. Et ça, on pense que c'est hyper important dans une organisation que toute l'information soit accessible à tout le monde. Et là, on va assez loin, c'est-à-dire que le salaire et les parts de capital de chacun est accessible à tout le monde. Donc tout le monde connaît mon salaire et tout le monde connaît mes parts de capital dans la boîte, et c'est pareil pour tout le monde, parce qu'on pense que ça nous force à savoir expliquer pourquoi, et donc à faire un modèle qui est juste. Et ça, c'est hyper important. La transparence force la justice interne. Ça nous force à être capable d'expliquer toutes nos décisions. Je te laisse parler, mais je vais rebondir sur chacun des points après. Ouais. Vas-y. Ça nous force à être capable d'expliquer chacune des décisions, et là-dessus, on bosse beaucoup aussi. Tout le monde a accès aux décisions stratégiques, tout le monde a accès à tous les chiffres, tout le monde a accès à tout en fait. Et c'est ce pacte de confiance et de respect mutuel qu'on crée entre la boîte et les salariés qui est hyper important. La 5e valeur qui est très liée à tout ça, c'est celle de croissance personnelle. Donc j'ai dit qu'on avait supprimé les managers, mais en revanche, on a une notion de coaching chez Alan. Donc chaque Alaner a un coach, qui est une personne en interne, mais qui a pour but d'aider à accompagner la personne dans sa carrière, dans ses développements, dans ses questions personnelles. Et on a ce coach de carrière. On peut aussi avoir des coachs techniques qui va m'aider à développer mes skills, mes talents, comment je suis un meilleur commercial, comment j'écris mieux pour le service client, comment je suis un meilleur ingénieur. Et tout ça, en fait, est assez lié. Le dernier point qu'on demande, qui est lié à la croissance personnelle, c'est la croissance de la boîte. On demande à ce que tous les Alaners améliorent la boîte en continu. Donc on dit, c'est un organisme vivant et chacun des Alaners doit améliorer notre méthode, qui n'est pas figée, doit améliorer la manière dont on interagit ensemble. Et ça, c'est hyper important. Une open source. C'est une sorte d'open source interne. Et tout ça est possible aussi par une culture de l'asynchrone et de l'écrit qui est assez forte. C'est-à-dire, on a supprimé quasiment tous les meetings. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se parle pas, qu'on ne va pas travailler à deux pour programmer à deux ou avoir des idées sur un tableau blanc, etc. Mais la plupart des décisions sont prises à l'écrit.
avec un cadre pour les prendre, mais ce qui permet de faire plein de choses. Un, c'est qu'on ne se retrouve pas à des meetings à 10 personnes ou 12 personnes où il y en a 2 sur leur smartphone, 3 qui tapotent sur leur ordi et personne qui écoute. On pense aussi que c'est plus juste parce que c'est plutôt la meilleure idée qui gagne et plus qui l'a dit ou comment la personne l'a dit. Parce que l'écrit permet de rendre les trucs plus justes. Des gens qui ont peur de prendre la parole en public s'expriment plus facilement à l'écrit aussi. Ça permet de travailler d'où on veut. Mais c'est quoi? Vous avez un Slack? Vous avez un... C'est plus qu'un Slack. On a créé vraiment un forum interne qui est dans GitHub pour nous, Ouais. où il y a déjà plus de 6000 ou 7000 décisions qui ont été prises. Et du coup, on a aussi tout l'historique des décisions. Donc, on sait savoir pourquoi on a pris des décisions dans le passé. C'est accessible à tous, donc c'est radicalement transparent. Et ça nous permet de faire en sorte aussi que notre bureau, c'est l'Europe. C'est-à-dire, on a des salariés partout, même partout en France, mais aussi partout en Europe. Et ça, c'est génial parce que ces salariés peuvent travailler de partout. Parce que toute l'information et toutes les décisions sont prises à l'écrit, sont accessibles à tous et sont transparentes. Donc, ce forum, ça devient une base de connaissances. Ouais. Okay. Alors, je voudrais revenir sur chacun des points. D'abord, ce management, c'est quelque chose que tu as appliqué chez Explicit? Non, c'était très différent chez Explicit et c'était plutôt justement la discussion qu'on a eue avec Charles de quel type de boîte on voulait créer qui nous a fait amener à créer ces valeurs et à créer les méthodes derrière ces valeurs. Je te dis ça parce que nous, sur une boîte de 10 personnes, quand on a essayé de mettre en place des chatbots ou des bases de connaissances, parce que forcément, bon, je suis dans la tech aussi, mais de l'alimenter, c'est très compliqué. Tout le système est très compliqué de pouvoir, en fait, parce que c'est vrai que quand tu as 6000, 7000 réponses, à un moment, tu vas trouver quand même beaucoup de choses. Quand vous avez votre roadmap, le système de santé, le logiciel, etc., c'est encore une brique qui prend énormément de temps. Vous l'avez initié depuis le début? Ouais, depuis le début. On a une culture de la documentation et de l'écrit très forte depuis le début. Une Bible? Oui, une sorte de Bible qui est en plus de GitHub qui est dans Notion pour nous. Donc, on a une Bible par-dessus. Mais en fait, on pense qu'elle nous fait plus gagner de temps que... Maintenant? Oui, mais même dès le début, en fait. En fait, on a créé ces automatismes qui font que, au lieu de réexpliquer le contexte 10 fois, de réexpliquer l'information 10 fois, de devoir faire 10 meetings de synchronisation pour être sûr qu'on est aligné, mais c'est sûr, ouais. On se réfère à cette Bible et depuis le début. Ce qu'il faut, c'est créer des outils qui font que c'est très facile de contribuer à cette Bible, de créer le savoir, de le documenter, etc. Prendre les décisions à l'écrit fait qu'en effet, à la fin de la décision, tu as juste à faire un copier-coller et le mettre dans la Bible, au lieu d'essayer de transcrire 1h30 de meeting et aller le copier. Tu vois. Et en fait, on essaye de faire tomber toutes les frictions et toutes les barrières pour que n'importe qui, en effet, soit facile de contribuer au savoir. Et après, tu crées cette habitude et j'aime bien ce développement de muscles. Et une fois que tu as ça, c'est hyper facile. Mais on a parlé d'open source, c'est collaboratif, c'est-à-dire que, prenons le cas au tout début, le sales par exemple, le forum, vous aviez, le chat, pardon, vous aviez nommé quelqu'un qui traduit les process ou chacun fait son process? Non, chacun écrit et documente ce qu'il fait. Et vous avez personne qui encadre tout ça? Maintenant, on a une personne qui est arrivée, je pense qu'on en était 150, Anna, qui est knowledge manager, dont en effet le job et pas d'écrire pour les autres. Modérateur. Mais c'est plutôt de donner plus que modérateur, c'est parfois un peu ça, mais c'est aussi donner des outils pour comment écrire, expliquer qu'est-ce que c'est du bon contenu ou pas, et s'assurer qu'on continue à produire bien du contenu de manière très simple. Donc, ce mode d'emploi, parce que finalement, c'est presque un manuel, un mode d'emploi. Alors, apparemment, d'après tes citations, je pense que tu es quelqu'un qui doit lire énormément des bouquins de management et tout ça. Comment ça t'est venu? Comment tu l'as appliqué? Honnêtement... Si tu t'en souviens. Comment c'est venu, je dirais, simplement de notre volonté de pouvoir traquer les décisions qu'on prenait. Et en fait, on s'apercevait... Même quand on était 8, que tout allait tellement vite que si on documentait pas, on savait plus pourquoi on avait pris une décision 2 mois avant. Et du coup, il fallait essayer de reconstruire le processus et ça, c'était assez frustrant. Et après, le fait de supprimer les meetings et de prendre la plupart des meetings et de prendre beaucoup plus de décisions à l'écrit dans GitHub, c'est un de mes amis qui est
fondateur de Jumbo, qui est une boîte dans la privacy maintenant, et avant qui était le fondateur de Sunrise, Pierre Valade, qui nous avait parlé de comment, chez Sunrise, ils utilisaient GitHub en forum interne, et on l'a adopté. On l'a créé puissance 10 parce que maintenant je pense qu'on l'utilise, on a créé plein d'outils autour et qui rendent l'outil assez génial pour nous. Mais oui, c'est parti comme ça. Vous avez un Chief Happiness Officer ? On n'a pas de Chief Happiness Officer. On pense que c'est le job de tout le monde de faire en sorte que les gens soient heureux. Tu penses que ce truc-là, c'est adaptable à une boîte de 4 personnes ? Ouais, je pense. Et il faut pas faire exactement comme nous. C'est ce que j'écris dans le livre. Dans le livre, je donne plein de méthodes et d'outils. Donc, il y a vraiment des encarts hyper didactiques sur nos méthodes et nos outils. Mais ce que je dis aussi, c'est genre, n'ayez aucune honte à copier complètement des trucs qu'on fait et à dire que c'est les vôtres. On s'en fout, c'est fait pour. Comme nous, on n'a eu aucune honte à copier des trucs de Netflix, etc. En revanche, ne faites pas des trucs parce que nous, on les fait. Essayez de réfléchir aux problèmes que vous essayez de résoudre et aux besoins. Mais en effet, je pense que quand on est 4 ou quand on est 8 ou quand on est 10 000, réfléchir à comment on résout les problèmes ensemble, comment on documente le savoir, comment on donne plus de pouvoir aux gens, comment on fait plus confiance aux membres de l'équipe, comment on est plus transparent les uns avec les autres, comment on se crée du feedback qui est à la fois empathique, positif, mais qui dit les choses difficiles. Ça, je pense que tout le monde doit y réfléchir, ouais. Tu me parlais de transparence. Tout le monde connaît ton salaire, tout le monde connaît le salaire et les parts de son collègue. Comment tu gères quand vous trompez qu'il y a un verre dans la pomme, quoi. Donc il y a quelqu'un qui est voilà. On en parle. Tu essaies de le sauver. On essaie de le sauver. On a tout un process de essayer de remise de la personne en situation de succès. Et du coup, c'est revoir les types de projets, revoir les personnes avec qui la personne travaille, etc., pour être sûr qu'il y a une chance pour laquelle la personne réussisse, et on essaye. En revanche, on n'essaye pas trop longtemps, parce que en fait, ça crée des situations qui sont ni agréables pour la personne, ni pour la boîte. Et ce qu'on fait, c'est beaucoup d'accompagnement à la sortie, si c'est la décision qu'on doit prendre. Et donc, c'est de l'accompagnement financier, c'est de l'accompagnement avec du reclassement, c'est de l'accompagnement en nous faisant l'effort de faire des intros et en recommandant à la personne parce qu'on y croit vraiment, parce que c'est parce que ça n'a pas marché avec nous que ça ne marchera pas ailleurs. Et on s'est beaucoup amélioré là-dessus. On n'a pas toujours... Enfin, tu peux pas gérer l'engueulade parce que ou la mésentente, l'incompatibilité entre deux personnes, c'est compliqué. Non, mais on a peu d'engueulades, en effet, vraiment peu. Et les problèmes... parfois, c'est des problèmes d'inadéquation à la culture. Parfois, c'est des gens qui ont été dans des univers plus politiques que nous et du coup qui sont pas adaptés à la manière dont on travaille, où c'est vraiment radicalement transparent et concentré sur l'idée. Et parfois, il y a des questions de performance et juste la personne n'a pas le niveau qu'on pensait qu'elle avait techniquement et on n'arrive pas à développer la personne dans les temps. Mais on essaye de toujours faire ça comme des adultes entre eux qui sont... on sait que c'est difficile, on va pas se mentir, et c'est 10 fois plus difficile pour la personne que pour nous, qui perd des collègues, qui perd des choses et qui perd une situation, mais on essaye de rendre ça le plus juste et le plus... juste n'est pas le bon mot. De l'accompagner au maximum dans la transition pour que cette étape chez Alan soit vue comme une étape ultra positive de la carrière où j'ai appris sur moi et j'ai trouvé un job et une boîte qui étaient 10 fois plus adaptés à moi et à qui je suis. Ça, on juge que c'est un succès. J'imagine que vous avez, encore une fois, des écrits sur une grille de salaire, etc. Ça peut t'arriver de voir quelqu'un, de lui dire tiens, une prime ? Non, on a une grille de salaire et on a un système de review qui est tous les 6 mois où tu es revu par tes pairs, donc par ton coach et les gens avec qui tu as travaillé. Et il y a toute une liste de questions qui permettent de savoir si tu es en train d'opérer au niveau d'au-dessus ou pas. Et tu comprends parce que la prime va être générateur de problèmes. Pourquoi lui et pas moi ? Ouais, exactement. Du coup, on a essayé de créer un système qui est juste et transparent. Donc, toutes les reviews sont accessibles et on a des critères très clairs sur qu'est-ce que ça veut dire d'opérer pour chacun des rôles au niveau d'au-dessus. Tu fréquentes l'écosystème startup ?
Un peu, oui. Après, Ouais, ils te disent quoi, ceux qui appliquent pas ça parce que il y en a qui se cantonnent uniquement au baby-foot et en disant « je suis cool, on a un baby-foot ouais. ». Ils te disent quoi? Ils te disent à un moment « t'es fou, c'est trop ». Comme tu peux le voir, nous, on n'a pas de baby-foot et on n'y croit pas trop. Mais enfin, je pense que c'est très bien d'en avoir aussi si les gens sont contents. Mais non, encore une fois, je pense pas que je détiens une vérité absolue. Ce que je pense, c'est ce qu'on détient, c'est une vérité pour Alan sur comment nous, on aime travailler ensemble et comment les salariés qui sont chez nous opèrent ensemble. En effet, le truc que j'entends souvent, c'est oui, mais chez nous, ça marcherait pas ou c'est trop compliqué, etc. Je pense que parfois, c'est vrai, parfois, c'est des excuses pour faire le travail difficile. Mais en effet, c'est si chacun a négocié son salaire depuis 5 ans et qu'il y a des gens qui ont le même rôle et qui ont des salaires très différents, parce qu'il y en a un qui a mieux négocié que l'autre, le remettre à plat, ça va être difficile, parce que ça va mettre à jour des décisions qui n'étaient peut-être pas les bonnes. Mais soit on décide de vivre avec ça, soit on décide de le faire de manière transparente. Moi, j'ai le culte de la transparence parce que ça force à être plus juste et expliquer pourquoi. Mais je comprends qu'il y ait d'autres modèles et je ne suis pas en train de dire nous on est plus intelligent que tout le monde et on fait ça mieux que tout le monde. On a juste fait un truc qui marche très bien pour nous et qui, avec tous les biais qu'on a, je pense, est très sain, mais peut-être pas sain pour tout le monde. Quelle limite? Il y a des limites? Tu pourrais voir une limite? Je te dis ça parce que, je sais pas, par exemple, dans la Silicon Valley, on peut entendre que si on a envie de venir bosser le dimanche, on vient bosser le dimanche. Si on n'a pas envie de venir 4 jours, on vient pas. Si on a envie de prendre 7 semaines de vacances, on prend 7 semaines de vacances. L'essentiel, c'est que le taf soit fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez adapter? On croit beaucoup à la flexibilité. Ouais. Nous, on donne beaucoup de pouvoir. Les gens chez Alan, on décide de quand ils prennent leurs vacances. On leur pousse à prendre un minimum parce que tu peux pas avoir le biais inverse. Les gens sont aussi très flexibles sur comment ils gèrent leur temps. Et on se concentre plutôt sur les résultats, en effet. 100% de vos salariés sont intéressés. Oui, 100% des salariés sont intéressés. 100% des salariés. Au bout de combien de temps? En fait, c'est quand ils arrivent, ils reçoivent leurs premières options, mais il y a ce qu'on appelle un cliff. Donc, c'est s'ils partent dans la première année, ils les touchent pas, mais au bout d'un an, ils touchent 25%. D'accord. Et après, c'est sur 4 ans la totalité. Mais après aussi, chacun des salariés décide d'où ils veulent travailler. Donc, s'ils veulent travailler de chez eux, s'ils veulent travailler d'une autre ville, s'ils veulent travailler du bureau. Là, j'en vois pas beaucoup, par exemple. Ouais, là, en plus, on est en période de Covid, donc on fait attention, mais on pousse énormément le remote work. Ouais. D'accord. Jamais identifié, tu parles de transparence et de fuite ou... Ça peut arriver, mais... Et il y a déjà eu des petites erreurs, mais c'est toujours la même chose. Est-ce que tu vas dimensionner tes processus par le risque ou par la valeur que ça peut générer? Et oui, il y aura sûrement des petites fuites, mais est-ce que je pense que la valeur de cette transparence est 10 fois plus valorisable ou 100 fois plus valorisable que ces fuites? Ouais, ça me va. Je suis prêt à prendre ce risque-là. Pour parler de l'échec, alors je ne sais pas si c'est du test and learn, mais quand toi tu identifies que l'échec a eu lieu et que tu l'as identifié en fait, tu aurais pu l'éviter. Vous reprenez, vous zappez, comment On a, je pense qu'il y a 2 types d'échecs. Il y a les échecs productifs et les échecs non productifs. Un échec non productif, c'est un échec dont tu n'apprends pas et tu n'as pas fait évoluer ton savoir. Lui, on ne le veut pas. Tout échec où tu as appris quelque chose qui t'aidera à être meilleur dans le futur et que tu l'as appris dans un laps de temps et un laps d'investissement qui est raisonnable, lui est ultra valorisé. Et du coup, à la fin de chaque projet, qu'il ait bien marché ou pas, on fait ce qu'on appelle une rétro. On va dire ce qu'on a aimé dans le projet, ce qui a super bien marché, ce qu'on a appris et ce qui a moins bien marché, qu'on aimerait qu'il soit différent la prochaine fois. Et ça, on le fait à chaque fois et on continue à construire le savoir comme ça. Donc, brief, débrief. Ouais, exactement. Juste avant de passer aux questions perso, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le management? Oui, il y a un truc en tout cas qui me tient beaucoup à cœur et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ce livre LC Business, ouais. C'est que... C'est marrant ce lapsus, ce lien. Ah, j'ai dit ce lien, ouais. Ouais, c'est marrant, mais c'est pourquoi pas? C'est que la culture d'entreprise, c'est pas que pour les startups, c'est pas que pour les dirigeants, c'est pas que pour les DRH, c'est tous les salariés, tout le monde en fait, devrait se poser la question de
est-ce que je suis dans une entreprise qui me fait confiance? Est-ce que je fais confiance à mon entreprise? Est-ce que je suis heureux de la manière dont on bosse et on résout les problèmes? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour le changer? Et est-ce que je peux le changer de l'intérieur ou est-ce que il faut que je parte pour être heureux? Et ça, je pense que tout le monde doit se le poser tout le temps. C'est hyper important. On va passer aux questions perso. La dernière partie. Donc, tu as écrit ce livre. Tu as créé une newsletter que je lis, qui est vachement intéressante. D'ailleurs, j'en suis abonné. La Jean-Charles Newsletter, il me semble, où tu donnes plein de tips, plein de choses. Tu as besoin de partager, de redistribuer? De manière presque égoïste, je trouve que structurer sa pensée et la partager te force à réfléchir et du coup à créer un meilleur savoir. Donc oui, c'est un truc que je fais beaucoup en interne. Donc j'ai tendance à beaucoup lire et de toute façon tous ces articles-là, je les partageais en interne et je me suis dit le coût marginal de les partager en externe dans une newsletter est hyper faible et du coup c'est ce que j'ai fait. Ta plus grande fierté? Je sais, j'ai du mal à réfléchir comme ça. Si c'est au niveau d'Alan, je pense que c'est l'équipe qu'on a construite et la manière dont cette équipe travaille ensemble. Ça me rend vraiment hyper fier parce qu'on est en train de travailler sur des sujets de société hyper compliqués et avec des gens qui font ça avec passion, en faisant attention aux autres à l'extérieur, à nos membres, mais aussi aux autres, les autres membres de l'équipe. Et ça me rend hyper fier. C'est le truc qui me rend le plus fier. Et après, à titre perso, je suis aussi très fier d'arriver à construire une boîte comme Alan et à la fois de construire une vie de famille avec ma femme et mon fils qui a 5 mois et demi. Et c'est dur, c'est difficile. Et Stéphanie est ultra compréhensible. Mais je suis fier d'essayer de montrer que c'est compatible. Tu bosses beaucoup? Oui. Week-end compris. Tu as une organisation particulière dans la semaine? Ouais, j'ai une organisation très très radicale de mon temps où tout est très organisé, mais donc être très organisé pour avoir du temps non structuré. Donc, par exemple, tous les matins, là, c'est très rare, on fait le podcast le matin, je crois que tu dois reprendre un train, mais normalement, moi, les matins, j'ai du temps non structuré de réflexion. Donc, j'ai 2h30 bloquées où je dois réfléchir à des sujets long terme, stratégiques, techniques, où je suis coupé à rien, je suis connecté à rien et juste je réfléchis. Mais voilà, tout est très cadencé pour moi. Et je pense que l'organisation, avoir des outils to-do ultra précis, en tout cas, moi, m'aide énormément. Du genre, quels outils par exemple? J'ai un outil qui s'appelle Todoist, mais qui est un outil où j'ai chaque jour ma to-do qui est hyper organisée. Je me fixe des objectifs à la semaine, donc tous les mardis soirs du mercredi jusqu'au mardi prochain, etc. Et où je mesure mes achievements toutes les semaines et tout ça connecté à un outil de to-do qui me permet avoir des temps de réflexion, des temps d'efficacité, des temps d'exécution. Inbox 0, j'imagine. J'essaie, Inbox 0. Ouais. Le soir, tu peux arriver à dîner avec... alors, ton petit est à 5 mois et demi, hein, mais avec ta femme et ton fils et travailler après? Ou quand tu rentres quoi? Ça m'arrive de bosser après, il faut pas se mentir, c'est pas ce que j'encourage de faire à l'équipe. Après, j'aime aussi beaucoup ça, il faut pas se mentir non plus. Mais j'essaye quand même de couper un maximum quand je rentre. Maintenant, le rythme change dans les phases de la boîte. Maintenant que on a un petit bébé, on se couche plus tôt et on se lève beaucoup plus tôt. Bien sûr. Du coup, je commence tôt. Qu'est-ce que tu as raté? Des centaines de choses. Professionnelles, évidemment. Ouais, mais des centaines de choses. Notre campagne télé l'année dernière, je pense pas que c'était une réussite extraordinaire. Des décisions produits plusieurs fois qui ont été des échecs. Mais encore une fois, comme c'est appris, quoi. Des échecs où j'ai appris, je me dis pas, il y a un truc que j'ai fait et j'en ai rien appris. Donc c'est ça qui me rend heureux. Il me vient une question, ça doit aller avec. Quand tu te mets au lit le soir, tu calcules ton sommeil? T'as une application tu m'as l'air de faire ça, mais bon. J'ai calculé mon sommeil pendant très longtemps, mais maintenant j'ai créé une habitude où j'ai plus besoin de le faire. Ouais. Mais en effet, pendant toute une période, mais même avant Alan, j'avais mesuré le nombre d'heures de sommeil et aussi l'heure de coucher, etc. Et comment ça corrélait. Tu ingénieurises, quoi. Ouais, c'est ça. Avec ma créativité, avec mon empathie, etc. Ce que j'ai réalisé, c'est que quand tu es le CEO d'une boîte, malgré toi, et c'est vraiment malgré toi, tes émotions sont contagieuses. Donc si tu arrives le matin avec le sourire,
tout le monde va être un peu plus content. Si tu arrives avec le matin, tu es stressé ou tu es triste, et tu es triste parce que tu as marché dans une crotte de chien juste avant de rentrer dans le bureau, tout le monde va penser qu'il est en train de se passer un truc mal. Et du coup, ça, c'est un truc où beaucoup dormir les quantités qui te permettent d'être bien. Tu dors combien ? Un impact. Moi, c'est autour de 7 heures. D'accord. C'est classique. Ouais, c'est assez classique. Avant, je dormais un peu moins à une période de ma vie. Maintenant, je dors un peu plus. Mais tu peux prendre un mercredi après-midi pour faire autre chose ? Je fais pas du golf ou t'occuper de ton fils. Je fais pas de golf. On se donne de la flexibilité, donc oui, parfois ça m'arrive de couper en semaine, ou de rattraper à d'autres moments. Je pense que la flexibilité est hyper importante, parce qu'on a des vies à gérer. Après, on est dans des phases de croissance forte où je prends pas souvent des mercredis après-midi dans les faits. Mais... Si Stéphanie te dit, écoute, il faut que tu m'aides mardi après-midi, il faut qu'on descende aux galeries faire les courses. Si tu vas passer la journée avec elle, tu as l'impression, mais bien sûr, tu vas lui faire plaisir évidemment, mais tu as l'impression de faire quelque chose de mal. Je peux avoir de temps en temps ce sentiment de se dire, je suis pas à mon entreprise, quoi. Oui, mais après j'essaye, c'est vrai, ça arrive et je pense que c'est naturel. Et à la fois j'essaye de penser long terme. Je le vis, c'est pour ça que je te le dis, quoi. Ouais, mais ça peut arriver et en parallèle j'essaye de penser long terme. Ouais, comme quoi le chef d'entreprise, on parle de liberté, mais en fait il est pas libre. Non, tu dépends de ton équipe, de tes actionnaires, de tes clients, etc. Qu'est-ce que tu regardes tous les matins comme indicateur? Comme indicateur, comme chiffre de la boîte. Je vais regarder nos chiffres de croissance, le Net Promoter Score, les feedbacks des membres, voilà principalement. Le Net Promoter Score, tu le calcules comment ? C'est des questions qu'on pose régulièrement dans l'app sur à quel point vous recommanderiez Alan. D'accord. Pas de Google Analytics, pas ce genre de choses, fréquentation. Non, c'est pas mon job ça. Pas ton job. D'accord. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Ton talent principal ? C'est difficile à définir. Des feedbacks que j'ai de l'équipe. Parce que du coup, moi aussi, je me fais reviewer tous les 6 mois. Je pense qu'un de mes talents, c'est d'arriver à avoir une approche qu'on appelle contrarienne, donc d'avoir des idées créatives et un peu contre-intuitives sur la manière de résoudre des problèmes. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est peut-être d'arriver à donner et je le fais de mieux en mieux, j'ai pas toujours été très bon, à bien communiquer, à donner du bon contexte sur... qu'est-ce qui est important pour moi pour aider la boîte à avancer. Mais parfois, je le fais pas très bien encore, mais c'est un truc que je fais pas trop mal. Je pense que je coach plutôt pas mal les gens avec qui je bosse en direct aussi. J'allais te poser une question qui est la décision la plus dure qui a changé ta vie, mais je pense que tu as répondu. Je pense que c'est quitter Explicit. Ouais, je pense clairement c'était très, très difficile. Ouais. Tu as des hobbies ou du sport ? J'ai plein de hobbies. Enfin, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup apprendre et du coup je lis un peu tout le temps, mais que ça peut aller de la littérature à des bouquins de management, etc. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Mais tu peux le lire pour te détendre ? Ouais, beaucoup. J'aime beaucoup. Enfin, je sais pas, tu peux lire une BD par exemple qui va rien t'amener dans Je peux lire une BD, je peux lire un bouquin, un roman, etc. J'aime beaucoup la culture japonaise et j'aime beaucoup passer du quality time avec ma famille. Film ou série ? J'aime pas trop les séries en général, parce que je trouve que c'est des investissements en temps qui sont hyper importants. Ouais. Je regarde pas tant de films que ça non plus. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est les séries documentaires. Ouais. Là, je viens de regarder une extraordinaire. Bon, ça nous a mis 2 mois et demi pour la regarder. Dis-moi. Qui est, c'est de PBS, donc c'est Ken Burns, qui est un réalisateur de documentaires américains qui est génial. Et c'est sur les Roosevelt. Ça s'appelle The Roosevelt, An Intimate Story. Sur quelle plateforme ? Je sais plus sur quelle plateforme on l'a regardé. Et c'est génial parce que c'est 7 épisodes d'1 heure et demie, mais sur Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt et Eleanor Roosevelt. Et donc c'est une fresque des États-Unis de 1880 à 1950, 1960. Avec des transformations sociétales extraordinaires et qui te montrent de manière hyper détaillée des parcours d'êtres humains comme toi et moi qui deviennent présidents des États-Unis et qui font des choses extraordinaires par la force de leur travail, de leur conviction et un peu de chance. Et c'est vraiment fascinant. Quel est le bouquin qui est sur ta table de chevet ce soir ? Là, je suis en train de lire le nouveau bouquin de Reed Hastings, le fondateur de Netflix sur la culture, l'entreprise qui vient de sortir. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast et que tu pourrais me présenter ?
Il faut que j'y réfléchisse par rapport à toutes les personnes que tu as déjà interviewées. Une personne que j'ai trouvée hyper intéressante et avec qui on avait fait notre pub l'année dernière, c'est Guillaume Néry. Ah oui. Alors j'ai fait Morgan Bourkis qui est voilà. Ouais, il est surprenant ce gars-là. Ouais, il est hyper intéressant. Donc, il t'a raconté son accident ? Oui, il m'a raconté c'est incroyable. son accident. Ouais. On en parle dans le podcast d'ailleurs. Sinon, en entrepreneur ? En entrepreneur, mais tu en as interviewé déjà plein de très bons. Je te redirai, j'y réfléchirai. D'accord. Quelle serait la phrase ou la citation qui pourrait résumer ton parcours ? Elle pourrait être sur Insta d'ailleurs, hein, quand on va faire de la promo. C'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi comme ça. Je dirais essayer de résoudre des problèmes complexes qui transforment la société avec humanité et technologie. On les découpe en plus parce que c'est comme ça que tu fonctionnes. Alors, je te pose la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Jean-Charles, quelle est la combinaison pour devenir Jean-Charles Samuelian du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé, ou le tout ? J'ai l'impression que c'est en effet un cumul de tout ce que tu as mentionné. J'espère que j'ai un peu de talent, je sais que j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu la chance de saisir plein d'opportunités, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. J'ai été persévérant beaucoup de fois et on continue à l'être parce que quand tu construis du produit, des choses difficiles, c'est hyper fort. Je pense que l'autre ingrédient qui est hyper important, c'est s'entourer. Et j'ai eu la chance à plein de moments d'être entouré de gens hyper brillants avec qui travailler, et avec qui apprendre, avec qui construire. Et c'est aussi ça qui fait la différence, je pense. La question subsidiaire, quand tu regardes ton parcours, ça a été facile ou ça a été difficile ? Rétrospectivement, l'être humain oublie plein de choses. Je pense qu'il y a eu plein de moments difficiles et ça continuera à être difficile. On prend des décisions difficiles. Après, je pense que j'ai une vie plus facile que plein de gens. Jean-Charles, c'est passé un super moment. Merci beaucoup. Merci Frédéric. À bientôt. À très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.